Bonjour à tous. Une vague d'indignation a été observée après l'assassinat d'une jeune femme de 32 ans, mère de 4 enfants à Muyuka, dans la région du Sud-Ouest. Un film d'horreur déplore le quotidien le jour. La vidéo de la décapitation de cette femme révèle le visage de l'ensauvagement de la crise, titre ainsi le journal Le Messager. Le journal d'expression anglaise de Guardian Post précise qu'au moins 5 civils ont été assassinés en l'espace d'une semaine dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce journal pointe un doigt accusateur sur des groupes armés séparatistes devenus des oppresseurs. Après ces meurtres cruels survenus sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement condamne la barbarie sécessionniste. Selon Cameroun Tribune, le ministre de la Communication a réaffirmé la détermination du gouvernement et du chef de l'État à poursuivre et parachever le processus de paix et de reconstruction des deux régions en guerre. Cependant, le retour au calme ne se décrète pas. Selon Jean-Michel Nitieux, les propos du député SDF font la une du journal Le Messager. Dans ses colonnes, il indique que seul le règlement définitif du contentieux historique et le retour au fédéralisme permettront une résolution pacifique du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette recrudescence des exactions sur des civils trahit-elle les échecs des initiatives gouvernementales pour un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? La cruauté des violences meurtrières, les exécutions extrajudiciaires, les tortures des populations civiles peuvent-elles être classifiées parmi les crimes de guerre et crimes contre l'humanité susceptibles d'interpeller la justice internationale? Quant à la justice camerounaise, elle a cristallisé l'intérêt de l'opinion publique nationale en raison du vaste mouvement effectué au sein de la magistrature. Au-delà de l'affectation, la promotion et l'intégration des magistrats, l'absence de dossiers disciplinaires et la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire suscitent un vif débat au Cameroun, un pays dans lequel il y a des questions qui se posent sur la gestion et les conflits fonciers qui se multiplient. Au-delà de l'annulation de la classification des terres d'une CAM et la Sanaga maritime, dont les unités forestières aménagées, la suspension du contrat de bail provisoire signé en mai 2020 entre l'État du Cameroun et la société Neo Industrie soulève des interrogations. Le ministre des Affaires foncières précise que l'objectif est d'apaiser les esprits et de rechercher un consensus positif et dynamique avec les populations dans la vallée du Thème. Un acteur de la société civile, Maître Christian Timba Mbomo, dénonce un acte administratif à 2 vitesses et au faciès qui compromet le développement du Cameroun et le vivre ensemble. Selon cet avocat camerounais de renommée internationale, seul le contrat de Neo Industrie est suspendu. Pourtant, sur les 66 000 hectares concédés, il y a une autre entreprise qui a obtenu plus de 30 000 hectares sans avoir construit une usine de transformation du cacao. Que se cache-t-il derrière cette affaire de suspension d'un contrat de bail? Quelles en sont les conséquences socio-économiques? Comment concilier protection des autochtones et développement au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le professeur Pascal Charlemagne Musanga Nyamding. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Et merci pour cette invitation. Merci d'avoir honoré à l'invitation de Equinox sur le plateau de droit de réponse. Je précise que vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. En face de vous, ce dimanche, c'est Thierry Okala-Ebodé. Bonjour. Bonjour Cédric Noufele, bonjour au professeur Charlemagne Musanga Nyamding. Bonjour à Edmond Kamgia, à Maître Lavoisier Tapi. Un bonjour particulier aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux fidèles de Equinox TV de ce programme, à qui, avec votre permission, je vais dire ma gratitude pour le soutien dans le cadre de la bataille qu'il y a eu autour de ma thèse, aux médias aussi qui m'ont accompagné dans cette bataille, aux amis à travers le monde, au Cameroun, à la famille qui n'a jamais douté. Je voudrais le dire à toutes ces personnes toute ma gratitude. Je précise, vous l'avez dit, que vous venez enfin d'être titulaire d'un doctorat PhD en sciences politiques. Oui. Vous êtes trésorier national adjoint au sein du MRC. Vous représentez ce parti sur ce plateau. Il est consultant sur droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond.
Bonjour, c'est Noufélé, je salue tous les copanélistes et je renouvelle mes amitiés et mon affection sincère à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Sur le plateau de droit de réponse, le 4e panéliste, il vient de Bafoussam. Il nous a rejoint sur ce plateau, Maître Lavoisier Sapi. Bonjour, Maître. Bonjour Cédric, je salue le retour du professeur Messangam Nyanding sur ce plateau. J'espère que nous aurons un débat fructueux et un débat qui sert les intérêts de notre nation. Je voudrais également dire bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout au fan club du droit de réponse, parce que M. Cédric ne le sait pas, il y a un fan club du droit de réponse qui s'est constitué à Bafoussam et qui suit religieusement tous les débats du droit de réponse les dimanches à midi. Je crois que l'émission Droit de réponse devient désormais l'émission la plus populaire de toutes les télévisions du Cameroun. C'est un plaisir pour Equinox Télévision d'avoir de plus en plus des millions de téléspectateurs qui apprécient la pertinence des débats contradictoires, équilibrés également, qui sont présentés sur Equinox Télévision. Je voudrais l'indiquer aussi aux téléspectateurs. Vous êtes maire adjoint à la Bafoussam 1er. Vous faites partie du conseil juridique du SDF. Messieurs, d'entrée du jeu, cette affaire qui soulève autant d'indignation avec vous, professeur Charlemagne Messanga Nyanding. Oui. En l'espace d'une semaine, 7 personnes, dont 5 femmes, ont subi les foudres d'une folie meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a surtout cette vidéo d'une femme de 32 ans, mère de 4 enfants, décapitée à Moyouka dans le sud-ouest. Lorsque vous avez pu regarder ces images horribles qui attestent d'une situation sécuritaire inquiétante dans les régions en guerre, quelle est votre analyse et votre regard sur la situation actuellement? Bien, avant l'analyse, je voudrais faire une observation, dire que je suis consterné et présenter sincèrement tous mes regrets à ces familles éprouvées. Maintenant, l'analyse, il faut le dire, c'est une conséquence d'une division politique qui anime à la fois nous qui sommes au pouvoir, le RDPC, et nos compatriotes, nos frères de l'opposition. Vous savez, le président Ahidjo avait cette expression lorsqu'il y avait des troubles à l'université, et il disait attention aux pêcheurs à nos troubles. Il faut comprendre une chose. Je le dis avec beaucoup de fermeté et beaucoup de patriotisme. D'ailleurs, vous avez vu qu'à un moment donné, je refusais les invitations à la télévision parce que j'étais dégoûté par le comportement des politiques. Au nom de la politique, le Cameroun est sacrifié. Au nom du pouvoir, le Cameroun est sacrifié. Les gens ne disent plus la vérité. Moi, j'aimerais que, quand on est sur un plateau comme celui-ci, que je puisse dire à Okala et Bodé, tu es mon frère, félicitations, nous nous battons pour le Cameroun, c'est valable pour mettre Tchapi et les autres. Malheureusement, c'est plus ce qu'on vit. Et par conséquence, du point de vue analytique, nous faisons le jeu des terroristes, nous faisons le jeu des extrémistes. Hier encore, il y a eu, tout le monde a encore cet assassinat de Florence Ayafor. Alors, on n'a pas vu les Camerounais, nous qui sommes au pouvoir à la fois et ceux de l'opposition, remettre en cause une absence de consensus qui doit se faire sur certaines questions qui préoccupent notre nation. On a entendu les gens de mon parti dire c'est l'opposition, ce sont les autres qui animent cela. Mais de l'autre côté, on a aussi entendu les opposants dire, on a vu, pour preuve vous avez cité encore M. Nietzsche, qui, ça je vous dois le dire d'entrée de jeu, qui m'a choqué, lorsque, après avoir condamné ce crime, ce énième crime, il est revenu sur une affaire politique. Oui, il faut le fédéralisme. Alors, s'il faut le fédéralisme, est-ce qu'on doit pour autant tuer? Sur le plan endogène, j'accuse et je continue à accuser les acteurs politiques qui n'ont pas de foi. Et pour terminer, il y a aussi un enjeu exogène. Il est temps que nos partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États occidentaux, et multilatéraux, les organisations internationales, prennent leurs responsabilités.
Nous savons ce qui porte ce terrorisme. Lorsqu'on sait qui est derrière Ambazonia Defense Force d'Ayabacho Lucas, il dit en Norvège. On sait où il est. Lorsqu'on sait où se trouve Interim Government et gouvernement Interim Consul, avec des gens comme Chris Anon, Tapan Aivo, et tout ce que je ne peux pas, Chris Anon et Samé Ekome, qui vivent tranquillement avec la complicité des Occidentaux. Je crois que tant qu'il n'y a pas ce consensus et cette prise de conscience à l'échelle exogène avec les États occidentaux et à l'échelle endogène où nous devons nous battre en tant que patriotes, eh bien malheureusement, on continuera à vivre ce type d'horreur. Après vous, professeur, Maître Lavoisier Tsapi, sur cette recrudescence des violences meurtrières, tout le monde s'accorde à s'inquiéter de cette situation sécuritaire qui se dégrade plusieurs mois après le grand dialogue national qui était lui aussi censé résoudre ce problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Professeur Msanga Nyamding estime qu'il y a un manque de consensus sur le plan politique et que c'est à la fois la faute au gouvernement et également à l'opposition camerounaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout comme le professeur Msanga, le SDF a condamné avec la plus grande fermeté l'assassinat de cette jeune dame, Thomasan, à Muyuka. C'est un crime insoutenable, impardonnable et même inexcusable. Donc je pense que les fins limiers de la police et de la gendarmerie doivent tout faire pour mettre la main sur ces assassins-là. Mais maintenant, là, il faut comprendre que ce n'est pas le consensus, ce n'est pas la demande de consensus qui fait défaut. L'opposition a constamment demandé au RDPC qu'on s'associe et qu'on discute pour voir quelle est la solution qu'on donne à la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le gouvernement a donné une première réponse en organisant un grand débat national. Vous vous rendez compte que les principaux concernés par cette crise étaient absents à ce dialogue national. 900 invités, on n'avait pas besoin de... Sur 900 invités, il y avait combien d'anglophones? C'est une crise qui touche le nord-ouest et le sud-ouest. L'opposition a constamment demandé au gouvernement du Cameroun d'ouvrir le dialogue. Le SDF, le MRC, le CPP de Kawala, l'UPC, on a à l'unanimité demandé au gouvernement d'ouvrir le dialogue avec les anglophones. Il vous souvient que le cardinal Toumi avait proposé de tenir la All Anglophone Conference pour déterminer ceux qui peuvent parler au nom des anglophones, qui ne sont pas à l'extérieur, qui sont au Cameroun. Mais le gouvernement n'a jamais donné la possibilité à ce que de telles assises se tiennent. Alors, je pense que le problème anglophone, c'est un problème qui est réel. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour nier qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Avant que on ne voit l'assassinat de cette jeune fille, il y a 2 semaines avant, des combattants séparatistes ont attaqué le commissariat de police de Santa en plein jour à 9h du matin. Une bataille s'en est suivie au cours de laquelle 4 séparatistes ont été abattus. Cela témoigne du durcissement des positions des uns et des autres. Et dans cette crise, vous allez vous rendre compte que les personnes qui payent le prix le plus lourd, c'est des civils innocents. Et la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun indique qu'il y a la plupart des victimes cette dernière semaine, ce sont essentiellement des femmes. Quel symbole sur le théâtre d'un tel conflit où de nombreuses femmes sont ainsi violentées et tuées dans des conditions aussi horribles que celles qu'on a pu voir dans ces vidéos? Généralement, selon les positions des séparatistes, les positions qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux, ils accusent ces femmes d'informer l'armée sur leur position et de permettre à ce qu'ils soient attaqués. C'est généralement le motif qu'ils donnent. On les taxe de traite. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que des femmes, il y a même des hommes qui ont été arrêtés et abattus par des séparatistes parce qu'on les taxait d'être à la solde de l'armée nationale du Cameroun. Mais je pense que le pouvoir doit comprendre qu'une paix, elle ne se décrète pas. La paix se négocie. Et il n'est jamais tard pour sauver une vie humaine. Mais le gouvernement ne prend aucune disposition pour arrêter les tueries
dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il faut négocier. Vous vous plaignez que nous voulons le fédéralisme. Mais c'est bien vrai. Le SDF, depuis 1990, a dit la solution dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le fédéralisme. Et notre armée nationale peut même prendre le dessus, peut même avoir une victoire militaire. Mais je vous dis, Cédric et tous les Camerounais le comprendront, le problème politique reste. Le problème politique dans le nord-ouest et le sud-ouest, tant qu'il n'est pas résolu, vous n'aurez pas la paix dans ces deux régions. Après vous, justement, Maître Lavoisier de Sapi, Edmond Kandia, j'aimerais avoir votre réaction sur cette recrudescence des exactions commises sur les populations civiles, essentiellement des femmes qui ont été ciblées cette dernière semaine. La Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun parle de près de 5 femmes sur les 7 civils tués. Quel symbole cela renvoie et comment expliquer une telle recrudescence? D'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éplorées par le meurtre odieux, horrible, crapuleux, dont ont été victimes plusieurs femmes, plusieurs personnes, dont 5 femmes, on dit 7 hommes, 1 homme et 2 hommes et 7 femmes, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans un contexte sociopolitique dominé par la tension qui est forte au niveau de la crise anglophone. Je voudrais également exprimer ma consternation, mon indignation face à ces crimes, ces meurtres qui surviennent à un moment où la communauté nationale et la communauté internationale souhaitent vivement qu'une solution durable et rapide soit trouvée à la crise anglophone, mais d'abord que les contacts qui ont commencé le 2 juillet dernier puissent permettre d'aboutir à un cessez-le-feu. Je voudrais ensuite dire combien le Cameroun, au moment où nous parlons sur ce plateau, est sous le regard de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, de l'Union africaine et de la plupart des ONG qui défendent les droits de l'homme et qui apprennent avec beaucoup de désarroi et de gêne les images qui traduisent une réalité forte que l'Afrique a connue dans un passé récent, au Rwanda, les génocides rwandais. C'est comme ça que les choses avaient commencé. Et il est important que dans une situation comme celle-là, que la société entière camerounaise, toutes les sensibilités politiques, puissent dire non, non à ce type de crime. C'est impensable. C'est inexcusable. C'est gravissime. Nous devons tous dénoncer. Le gouvernement, la société civile, l'opposition et tous ceux qui comptent en termes d'opinion, en termes de personnalité dans ce pays, y compris les autorités traditionnelles et religieuses. Et la symbolique est forte, où on constate que c'est davantage les femmes qui sont meurtries. Il faut lire en cela le fait que la crise est en train de prendre une position singulière grave. Quand on s'attaque de façon particulière aux femmes, qui symbolisent la mère de l'humanité, cela signifie que ceux qui ont pris sur eux de le faire un agenda, et cet agenda, il faut tout faire pour le détruire. Et nous invitons nos forces de police et de gendarmerie de tout faire pour retrouver les véritables coupables, mais surtout les commanditaires de tels actes. Nous pensons que s'ils ont pu le faire et disparaître ainsi dans la nature, c'est qu'ils l'ont préparé. Il y a même des complicités. Il y a vraisemblablement des complicités de part et d'autre. Il faut retrouver les commanditaires. C'est pour cela que nous disons, si on parvient à les retrouver, et même les commanditaires, peut-être que l'on ne va plus assister à ce type de scène. Est-ce qu'il faut maintenant, dans l'analyse, interpréter ces actes comme l'enlisement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'il faut interpréter cet acte comme étant le fait que les contacts préliminaires qui ont commencé n'ont pas continué? Ce sont des éléments que nous mettons ici sur la table
pour permettre de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et qui sont ceux-là qui l'ont fait? Est-ce que ce sont les Zamba Boys? Parce que c'est ce que on présume dans les premiers commentaires. Si ce sont eux, pourquoi l'ont-ils fait? Si ce ne sont pas eux, et que ce sont des personnes qui passent pour être ces gars, pourquoi l'ont-ils fait? Nous avons également vu, en plus de ces images horribles, dramatiques, sur les réseaux sociaux, l'image d'un cadavre qui est traîné au sol de la brousse vers un carrefour par des hommes en tenue. Nous aimerions savoir, est-ce que ces hommes en tenue, ces militaires, sont des Camerounais? Ou alors, la scène s'est déroulée hors du Cameroun, comme dans un passé récent, il y a eu tout un débat sur les militaires qui ont exécuté 2 femmes avec leurs enfants sur le dos et une fillette. Est-ce que ça s'est passé ailleurs ou dans ce pays? Il faudrait bien que l'on sache, en plus des crimes horribles de ces dames, l'image de ce cadavre qui est traîné au sol, dont le corps reçoit des tirs, des tirs sur un cadavre, avant d'être jeté à un carrefour à côté d'autres corps. Si ça se passe véritablement au Cameroun, il faut s'interroger. Parce que là, il y a les conventions de Genève. Il y a des conventions qui protègent les prisonniers. Parce que si c'est un Amaboss, si c'est un prisonnier, s'il est vivant, alors gardez-le vivant et que la procédure suive son cours. S'il est mort, pourquoi le mitrailler davantage, subit à son corps des actes aussi dégradants? Au regard des clichés que vous venez d'évoquer, Edmond Kamgia, Thierry Okala et Bodé, on se retrouve avec des exactions qui se multiplient et les populations civiles prises pour cible, prises dans l'étau d'une guerre fratricide qui dure depuis près de 4 ans. Est-ce que la gestion gouvernementale de la crise a provoqué cet enlisement ou alors ce sont les séparatistes qui ne souhaitent pas ce retour à la paix, selon vous, Thierry Okala et Bodé? Je voudrais dire que de manière constante, le MRC a toujours demandé d'aller au dialogue dans le cadre de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En juin 2016, lors du meeting de Bamenda, alors que la crise pointait à l'horizon, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, le président élu, a proposé que le gouvernement et les compatriotes de la région anglophone, du moins leurs plénipotentiaires, entrent dans une phase de discussion. Alors que la crise était devenue presque armée en décembre 2016 à Ngaoundéré, lors d'un meeting, le président a dit que le Cameroun faisait face à un danger si on continuait dans une phase où les deux parties s'affrontaient à l'arme. Et donc il fallait ouvrir une discussion. C'est pour dire que simplement le régime de M. Biya, dont le logiciel programmatique est la répression en matière de gestion de sécurité, a choisi une voie qui aujourd'hui a pour conséquence ces tueries barbares, qui sont en réalité un message de désespoir, que nous sommes dans une situation où nous ne nous comprenons plus, où nous ne savons pas si nous allons nous en sortir ou non. Parce qu'il n'y a plus rien de conventionnel dans ce qui se passe. Et donc de ce point de vue, il y a lieu pour le gouvernement de s'arrêter un moment pour les Zamba Boy, pour appeler trivialement comme tout le monde les appelle, de s'arrêter un moment et de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une autre manière d'adresser la question des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais depuis au moins 2 ans, il y a cet appel du secrétaire général des Nations Unies, des organisations internationales, qui demandent à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, qui souhaitent qu'il y ait un véritable dialogue inclusif entre les parties engagées dans ce conflit. Pourquoi ça ne marche pas selon vous? Ça ne marche pas simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une compassion hypocrite de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU. Vous savez, dans l'histoire du Cameroun, la gestion des questions camerounaises a toujours fait l'objet d'un très peu d'attention des Nations Unies. La situation actuelle du Cameroun part de ce que les Nations Unies, par exemple, dont le Cameroun est un enfant, ont été extrêmement négligés. La manière dont la France a orienté sa gestion du Cameroun, en dépit du mandat
en dépit du cahier des charges que les Nations Unies lui avaient confié. Et le silence font qu'on se demande s'il n'y a pas une complicité des Nations Unies pour faire du Cameroun, on ne sait pas trop quoi, un champ de bataille où les plus forts, n'est-ce pas, écrasent de manière définitive les plus faibles. L'autre chose, c'est que on a du mal à comprendre cet abandon du Cameroun par le système des Nations Unies. Parce que effectivement, si les Nations Unies les partenaires tenus au développement avaient été sérieux, déterminés dans leur demande, on n'en serait pas là aujourd'hui, on serait déjà en train d'aller vers ces discussions, vers la résolution de cette Mais Antonio Guterres, il a rencontré le chef de l'État, je crois, courant en 2017, pour lui faire part de la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif. On a vu les multiples appels au cessez-le-feu et à un véritable dialogue lancé par les responsables des Nations Unies au Cameroun et à New York, également à Genève aussi. On a vu plusieurs fois les Nations Unies qui ont proposé leur assistance au Cameroun dans le cadre de la résolution de ce conflit. Mais les interrogations portent sur l'attitude du gouvernement et l'attitude des groupes armés séparatistes. Thierry Okala-Obode. Ailleurs, les Nations Unies, les partenaires techniques au développement des Nations Unies seraient passés à l'acte pour imposer un cessez-le-feu, pour imposer la paix. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. De la même manière, le grand dialogue national, on voit très bien aujourd'hui les résultats de ce grand dialogue national. Les gens sont allés, on a dit cette affaire n'est pas sérieuse, simplement parce que certains acteurs de la crise, comme le disait Maître Lavoisier-Tapie, n'ont pas été associés à cette crise. On ne peut pas faire un grand dialogue national et une seule partie vient s'asseoir à la table et dit nous allons arrêter la guerre, voilà les solutions que nous proposons, et en face il n'y a pas les autres acteurs pour savoir effectivement si ces solutions-là sont adaptées à la résolution de la crise. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que, c'est une interpellation que je fais à l'endroit du système des Nations Unies, il me semble qu'il y a une attitude un peu hypocrite. D'ailleurs, à un moment donné, il a fallu que le président Kamto tape du poing sur la table dans le cadre d'une communication du MRC pour que, une semaine après, Luceni Fall arrive au Cameroun pour rencontrer les pouvoirs publics camerounais pour savoir ce qui s'est passé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Il y a simplement qu'il faut regretter que le Cameroun est presque abandonné à lui-même dans cette crise qui dure et dans cette crise qui devient presque barbare et qui donne une très mauvaise image de l'Africain et du Camerounais en particulier. Après vous, Thierry Okala-Obode, Maître Messanga, professeur Messanga Nyamding, vous avez évoqué le fait que les partenaires et amis du Cameroun ne réagissent pas sur la situation des présumés commanditaires de ces atrocités dans le nord-ouest et le sud-est. On a suivi la communication du porte-parole du gouvernement indiquait qu'il faut neutraliser ces commanditaires de la rébellion qui se trouvent dans les pays européens. Mais ces amis du Cameroun ont également suggéré au Cameroun un process pour pouvoir parvenir à la paix, à savoir discuter sans tabou avec ces leaders des mouvements séparatistes afin de parvenir à un consensus et un accord de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi le gouvernement camerounais ne discute pas de façon concrète et réelle avec ces leaders des mouvements séparatistes? Monsieur Noufele, il faut qu'on évite de politiser cette crise grave qui n'est pas seulement camerounaise, mais qui est africaine. J'ai écouté le docteur Okala-Obode, que je voudrais féliciter. Vous voyez bien, j'ai dit bien le docteur parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un que j'ai bien connu depuis la DEC et il peut témoigner de ce que, même au plus haut des crises qu'il y a eu à l'époque avec les étudiants, il peut témoigner en catimini et parfois mandaté par le gouvernement. Je venais voir la DEC à 1h du matin, à 2h du matin, et je me faisais tout petit. Et je lui disais, voilà la position du ministre d'État, Famin Dongo, voilà la position, de grâce, arrêtons. Il peut témoigner de cela. Je pense qu'on ne peut pas hypothéquer un pays parce que les uns et les autres ont des intérêts. Quand je dis guerre occidentale, guerre coloniale, contre l'Occident, j'accuse. Mais écoutez, monsieur Noufele, vous qui êtes un excellent journaliste, lorsque Maître Tchapi parle du fan club à Bafoussam, moi j'étais récemment en France, j'ai fait le tour du monde. Vous êtes bien suivi, parce que vous avez toujours supposé les problèmes, à l'effet de voir ce qui se passe au Cameroun.
Je saisis dans cette opportunité votre invitation pour dire que tout le monde sait où vit Ayabacho Lucas. Il est à Norvège. C'est lui qui est à la tête de ce qu'on appelle Ambazonian Defense Force. C'est une réalité. D'ailleurs, il y a une organisation non gouvernementale que je voudrais saluer ici, Human Rights Watch, qui a demandé que ces individus soient traduits à la CPI. On sait du côté des États-Unis où vivent Chris Anon, Samé Ekome et bien d'autres qui vivent paisiblement au Texas et en Californie, les Akwanga. Mais vous citez l'Human Rights Watch qui a demandé des sanctions ciblées à l'encontre des groupes armés séparatistes responsables des exactions. Cependant, Human Rights Watch, dans le même rapport, indique que cette organisation a contacté les principaux responsables de ces groupes séparatistes. Ils ont nié leur responsabilité dans les assassinats survenus ces dernières semaines. D'autres s'accusent mutuellement et d'autres estiment que c'est le gouvernement qui instrumentalise de tels actes afin de les vouer aux hégémonies. Ça, c'est donc la stratégie initiée par les terroristes. Et vous avez vu que, parlant des forces exogènes, je peux vous dire que le Cameroun n'est pas le seul État dans cette situation de crise conflictogène grave où on tue. Prenez les 5 communautés économiques régionales africaines. Comme par hasard, l'Afrique est embrasée. Quand vous prenez l'humain, regardez ce qui se passe en Libye. C'est Paul Biya qui est en Libye. Quand vous prenez East Africa Community, vous voyez ce qui se passe au Somaliland et à côté, en Éthiopie. Est-ce que c'est Paul Biya qui est là-bas? Quand vous remontez un peu plus vers South Africa Development Community, la SADC, regardez le Zaïre, la RDC, l'ex-Zaïre, et bien d'autres, ramenez en Afrique centrale. Paul Biya n'est ni au Tchad, qui s'embrase, il n'est ni en République centrafricaine où il n'y a pratiquement plus d'État, il n'est pas au Congo et il n'est pas ailleurs. Il faut prendre très au sérieux cette prise de conscience que je convoque à l'effet de dire que après l'esclavage et la colonisation, qu'est-ce que le continent africain a fait à l'Occident? Ramenez donc au champ endogène, et je termine là. Il y a des forces endogènes qui, au nom du pouvoir politique, avaient 2 agendas. Lesquels? Premier agenda, faire partie Paul Biya. Je le dis, on a vu les prises de position des uns et des autres à l'effet de dire que tant que Paul Biya est au pouvoir, on a vu plusieurs autres tentatives. Aujourd'hui, la crise anglophone sert de bouc émissaire à ces gens pour dire que Paul Biya doit partir. Mais c'est le peuple qui a élu, après tout, mon maître politique Paul Biya. Bon, alors, deuxième point important, il y a une récupération politique de positionnement qu'il faut condamner. De grâce, docteur Ekale Boudé, c'est un supplice. Cessez d'opposer chaque fois l'opposition au gouvernement quand il y a un problème qui exige, comme l'a si bien dit d'ailleurs monsieur ici Edmond Kamgia et les autres, à l'effet de dire qu'il y a des questions nationales qui doivent nous rassembler. Mais le SDF, nous devons parler d'une même voix. Le SDF et le MRC accusent le gouvernement d'ignorer justement les propositions faites par l'opposition pour aller vers un règlement pacifique de la crise. Ça fait de nombreuses années que les leaders de ces différents partis politiques soumettent au gouvernement des propositions qui sont ignorées depuis que la crise perdue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi cette attitude du gouvernement face aux propositions faites par l'opposition? Je vais répondre. Il y a 2 piliers qui incitent parfois l'opposition à parler de cette crise. 1, il y a la dimension politique et il y a la dimension juridique. Sur le plan juridique, est-ce que vous allez me dire qu'au nom du fédéralisme, tant réclamé, on devrait faire la guerre? Et 2, au niveau politique, qui? J'interroge aussi mon frère Maître Tchapi et même le docteur Okala Ebode, qui est un petit oncle maternel en plus. Je voudrais qu'ils nous disent, est-ce qu'il n'y a pas eu un dialogue national où le processus a été entériné par tous les acteurs de bonne volonté et que quelques-uns ont dit non? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Non, je pense que... Oui, je vous laisse retour de parole. Il faut que le professeur Moussanga Niamding arrête de se prendre les pieds dans le tapis. Il ne peut pas dire qu'on ne doit pas politiser la question alors que la question est d'abord politique. Elle n'est pas culturelle. Quoi qu'il y ait la politique culturelle, c'est un problème sur la manière dont l'État est géré. Donc le régime de M. Biya gère ce Cameroun et les populations anglophones, les compatriotes d'expression anglaise disent nous ne sommes plus d'accord avec cette manière de gérer notre État.
notre pays. Donc, Qui le dit? fédéralisme. Qui le dit chez les anglophones? À partir de ce moment, Qui le dit chez les anglophones? au lieu Ouais, il peut pas répondre. d'appeler au dialogue, le régime a choisi la répression et les tueries qui s'en sont suivies. De ce point de Votre vue, disque est on ne peut rayé, pas... hein. Non, monsieur, le disque n'est pas rayé. Il Il est est rayé. évident que le régime de monsieur Il faut Biya, dialoguer. dont Y a-t-il vous êtes- dont eu vous un êtes- grand dont vous dialogue êtes le national défenseur, ou pas? Je vous en prie, donc vous êtes le professeur. défenseur est sclérosé et n'a plus de solution à proposer à ce pays. Et c'est pourquoi, au lieu d'aller à la discussion, pour perdre des choses, pour perdre sa fierté et concéder des choses qui sont légitimes pour que notre pays continue de vivre en harmonie, vous choisissez d'entrer dans la répression et dans la diversion. C'est pourquoi certains vous soupçonnent ou soupçonnent vos forces armées d'être les commanditaires. Je dis que vous soupçonnez d'être les commanditaires de cette crise pour diaboliser davantage grave, ce que vous les ambazoniens. Puisque vous avez même évoqué, vous avez interpellé Human Rights Watch qui a dit qu'avoir discuté avec les leaders de ces groupes qui disent n'avoir pas commandité ce type d'assassinat, qui sont regrettables. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos au début de cette émission, on ne peut pas continuer d'accepter de vivre ce type d'images qui sont en réalité un appel pour dire nous sommes fatigués de cette guerre, trouvons le moyen par là où nous aurions dû commencer dans la discussion politique pour résoudre cette crise. Et l'armée camerounaise, elle aussi, n'a jamais reconnu de telles exactions sur des civils. Mais professeur Musanga Nyamding, Oui, merci, vous oui. parlez du grand dialogue national. Oui. Près de 10 mois après ce grand dialogue, on observe une recrudescence des violences meurtrières. Est-ce que cela justifie que ce grand dialogue a été une réussite au regard de la situation qui se déroule sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ça a été une réussite pour vous? Cela, du point de vue analytique, explique deux choses. Un, il y a des gens de mauvaise foi qui n'ont pas atteint leur objectif. N'oubliez pas qu'à la base, c'est le départ du président Biya qui était au cœur de ces débats. Ça a échoué, le peuple camerounais a pensé autrement. Deuxièmement, Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Deuxièmement. Permettez qu'il aille Je jusqu'au voudrais bout. préciser Deuxièmement. également Permettez au nom de la vous allez mauvaise réagir. foi, au nom de la mauvaise allez foi, réagir il y a des gens après. qui confisquent le pouvoir. Au Alors cas qu'ils ne où sont plus vous en allez capacité de réagir après. gouverner. Vous allez réagir après. Donc si d'un côté il y a des gens qui sont de mauvaise foi, et qui je veulent vous en attaquer prie, c'est professeur Musanga Nyamding qui a la parole. Professeur, allez-y. vous êtes docteur maintenant. Hein? Ayez un comportement de docteur. Docteur, c'est c'est pas de vous n'importe laisser dire n'importe quoi. Bien, d'accord. Ayez un comportement de docteur. Vous venez d'entrer dans un nouveau champ clos qui n'est pas donné à tout le monde. La preuve, je vous ai félicité. Merci beaucoup. Bien. Alors, moi, je crois que deuxième point, comment monsieur Noufele, et là, vraiment, j'interpelle aussi mon frère et mon ami Edmond Kamga, comment pouvez-vous demander un cessez-le-feu entre qui et qui? Entre l'armée nationale camerounaise et un groupe terroriste. Mais moi, je voudrais quand même chuter en posant une question centrale. Dites-nous, qui doit le cessez-le-feu s'adresse à qui? À une armée nationale qui défend l'intégrité de notre territoire? Non, je crois que ne faisons pas de démagogie. On ne peut pas demander à une armée agressée par des terroristes d'arrêter. D'ailleurs, je vais vous dire, si le président Paul Biya n'était pas quelqu'un de magnanime et de souple, je vous assure que demandez même à certains Camerounais, je suis sûr que vous-même au Calais Bodé, on vous donnerait des armes aujourd'hui, vous irez chercher ces assassins là où ils sont. Je crois qu'il faut qu'on arrête de remettre en cause ces braves gens qui sacrifient leur vie pour sauver la nation. Après vous, professeur Musanga Nyamding, maître Lavoisier Tsapi, grand dialogue national qui, du point de vue du professeur Musanga Nyamding du RDPC, c'est une opportunité qui devait être saisie à la fois par l'opposition Tout à fait. et les gouvernants au Cameroun. Et les groupes armés. Mais le constat sur le terrain, c'est que les populations continuent de subir des exactions de part et d'autre qui sont dénoncées par la communauté internationale. Pourquoi on n'avance pas concrètement, selon vous? Je pense que il est de droit pour l'opposition de réclamer le départ de M. Paul Biya du pouvoir. Parce que si vous Par avez le un chef- vote. Oui, si vous avez un chef d'État qui en 38 ans n'a pas pu bitumer la route Bafoussam-Bamenda, 50 km en 38 ans de pouvoir, cette route qui reste à l'heure où nous parlons un calvaire, vous n'allez pas dire que c'est un succès, professeur Mesanga. La route de Yabassi, si en 38 ans on ne l'a pas bitumée, celle qui part de Yabassi à Loum, de grands bassins agricoles, si on ne l'a pas bitumée en 38 ans, ce n'est pas un succès pour Vous vous. me touchez au plus Ce n'est fort pas un de succès moi pour vous. quand vous parlez Donc Yabassi. je Je crois suis que- très sensible à ça. Oui, c'est notre droit de réclamer que Paul Biya quitte le pouvoir. Vous savez,
en janvier Mais pas 2016, les urnes, maître. En janvier 2016. Mais vous n'avez jamais fait la Le preuve que M. Biya a président- gagné. Il a été désigné par le Conseil président constitutionnel, Frondi- mais jamais gagné. Je vous en prie, Oui, c'est si- maître en Lamberti janvier qui a la 2016, parole. S'il vous plaît. Le président Frondi était à la présidence de la République. De vive voix, il a dit à M. Paul Biya, de vive voix, ils étaient face en face. Il lui a dit la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest intervient à temps pour la régler. Janvier 2016. C'est Frondi à la présidence qui dit à Paul Biya, régler ce problème. Sinon, ce conflit risque de s'aggraver et puis il va devenir pratiquement quelque chose qu'on ne pourra plus maîtriser. Donc, il y a une mauvaise foi de la part du gouvernement qui L'appel. refuse Oui. tout dialogue malgré l'appel des personnalités qui comptent dans ce pays et qui le lui disent. Le président de la République lui-même a envoyé des émissaires sur le terrain. Garga Aman Adji, Premier ministre. Peter Mafani Moussongue, ils sont allés sur le terrain récolter les desiderata des Cameroun. Ce n'est pas les Ayabacho qu'on a rencontrés. Ce n'est pas les gens des États-Unis qu'on a rencontrés. Il a rencontré des gens sur le terrain qui ont dit à Paul Biya, voici nos problèmes. Convoque les anglophones, discute avec les anglophones sur la manière dont le Cameroun anglophone sera géré. Parce qu'il faut bien comprendre que le Cameroun anglophone est issu d'une colonisation anglaise, différente de la colonisation française. Pourquoi vous voulez mêler tout ça? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'il y a une spécificité anglophone dont il faut en tenir compte? Pourquoi le président Paul Biya n'a pas tenu compte des recommandations de Peter Mafani Moussongue, son propre premier ministre? Pourquoi il n'a pas tenu compte des recommandations de Garga Aman Adji, son envoyé spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest? Même Diongoute, l'actuel premier ministre, est descendu, a fait des recommandations au chef de l'État. Vous parlez du grand dialogue national. Le grand dialogue national, c'était quoi? Le grand dialogue national, c'était vraiment de l'entourloupe. C'était une entourloupe pour flouer les anglophones. Parce qu'au cours de ce grand dialogue national, vous n'avez pris aucune décision qui soit de nature à régler le problème politique anglophone. Vous n'avez pris aucune décision. Vous parlez de statut spécial. Le statut spécial, on en est où avec? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? 8 mois après et 38 ans de pouvoir. Vous parlez d'un statut à venir. Qu'est-ce qu'on met dedans? Les anglophones sont marginalisés. Vous croyez que les combattants là qui sont sur le terrain, on ne les connaît pas, on les connaît. Les fonds, ils les connaissent. Les élites, au Cameroun, on les connaît. C'est des enfants qui ont des familles, qui sont connus. C'est facile de les maîtriser par le dialogue, professeur Messanga. Ce n'est pas par la guerre. La guerre ne réglera jamais le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Et sur le théâtre Et de la guerre, oui. il faut donc comprendre que Donc vous justifiez la mort de cette dame. vous avez Donc, échoué. il faut donc tuer. Vous avez échoué Et il faut tuer. à régler le problème. C'est des victimes collatérales. C'est vous qui avez déclaré la guerre. C'est le gouvernement qui a déclaré la guerre aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Non. Et voilà les conséquences. Les bandits se sont mêlés et tuent à l'appel. Maître, le À gouvernement n'a cause jamais fait. du gouvernement qui a déclaré la guerre Non. Le au gouvernement sud-ouest, a déclaré aux la populations guerre du sud-ouest au et du Boko nord-ouest. Haram, mais Vous leur avez jamais, déclaré la guerre. jamais aux anglophones. Non, le 16 novembre, il me semble, 2016, à la descente ou au retour d'un voyage à l'aéroport, le président Biya a déclaré la guerre aux Non. sécessionnistes. Non. Donc, Ça Au existe. Boko Haram. Non, ça existe. Monsieur professeur Cédric, Moussanga Yamni, je il suis faut désolé, mais la c'est la position, Je vous en la prie. position Maître du SDF est Sapie, assez oui. claire. Le gouvernement du RDPC a échoué dans le règlement de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Tous ces morts sont à mettre à l'actif du gouvernement qui refuse, j'ai dit refuse de C'est régler dommage. ce problème. Vous dites, il faut négocier avec qui? Est-ce qu'il faut négocier avec les Zimbabwéens? Est-ce qu'il faut négocier avec qui? Pourquoi vous avez interdit au candidat Toumi de convoquer la General Anglophone Conference. la conférence des anglophones? Pour que les anglophones vous donnent les interlocuteurs qui peuvent parler et mettre la paix. Qui a Pourquoi interdit? vous refusez de libérer Qui a interdit à Manchou Toumi? Bibixi? Manchou Bibixi est en prison pour avoir critiqué c'est la gestion dommage. du délégué du gouvernement de Bamenda. Il n'a jamais pris une arme. Il est en prison pourquoi? Félix Ngalim Zéfé, ce brillant journaliste, il est en prison pourquoi? Pour avoir dit que le délégué du gouvernement de Bamenda refuse d'arranger les routes dans la ville
au jour où nous allons, au jour où nous sommes là, allez à Bamenda regarder l'état de route. Et le délégué est regardez francophone. l'état des routes. Et 4 ans après, Non. justement, cette première revendication posée par Manto BBC, on en est à des tueries, des exactions sur les populations civiles. Edmond Kambia, lorsqu'il y a de tels actes, de telles exactions aussi barbares, dans quelle classification faut-il intégrer ce type de crime au moment où le Cameroun fait face à ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest? Des populations civiles qui sont ainsi tuées dans des conditions atroces par des différents groupes qui sont dans des affrontements armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quelle est la classification sur le plan international? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire au professeur Messanga Nyamding, qui a affirmé tout à l'heure que le gouvernement ne doit pas décider d'un cessez-le-feu avec des terroristes, avec les sécessionnistes, que cela ne se fait pas. Ça ne s'est vu nulle part. Je voudrais justement Les Américains vous dire, négocient avec les professeur, talibans. excusez-moi, je voudrais vous vous en dire, prie. professeur, je Je vais vous en citer prie. un cas historique. Oui. Historique, mais en même temps récent. Prenez l'exemple de la Colombie, où le gouvernement colombien a négocié un accord de paix et un cessez-le-feu avec les FARC, les forces armées rebelles de Colombie, qui, après 50 ans de guerre, Non. où il y a eu Les FARC étaient un plusieurs mouvement milliers de d'émigration. morts. Non, ne confondez pas. Vous êtes un spécialiste en relations internationales pour qui j'ai beaucoup de respect. Les FARC avaient un interlocuteur et c'était un mouvement de libération. Je vous prends le cas actuel. Qui se lève pour dire que je parle au nom de Ambazona Defense Force ou de Interim Government? Dites-le. Dites-le aux professeur. téléspectateurs. Professeur, Moi, j'irai les chercher, j'irai les voir. écoutez, professeur. Oui. Les FARC sont un mouvement, étaient, parce qu'ils ne le sont plus, Oui. depuis le cessez-le-feu et l'accord de Bien paix avec le bien gouvernement. entendu. Ils étaient un mouvement rebelle. Bien sûr, des Et libérations. ils se définissaient comme tels. Bien sûr, comme le MPLA Oui. et comme bien d'autres qui ont Et gagné et qui se sont ralliés au En gouvernement. quoi est-ce totalement différent de ce que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, alors, Je vous rappelle qui est- que les sécessionnistes réclament l'indépendance. Ils veulent le retour à l'ancienne Southern Cameroun. Tout au plus. Quitter Je la vous en République prie, du Cameroun. Oh là là, Et en cela, c'est désagréable. Non, ça. professeur. Qui Je vous en prie, professeur. Il a la parole. Permettez Oui, mais qu'il qui aille jusqu'au réclame bout. ça? Professeur Messanga Nyamding, permettez Je- qu'il aille je jusqu'au laisse bout continuer, pour qu'on bon, puisse oui. comprendre Oui, son moi je analyse. vais comprendre. non, professeur, je voulais vous amener à comprendre Oui. je comprends. qu'il est possible, comme ça s'est vu en Colombie, comme ça s'est vu dans d'autres pays où il y a eu des guerres, Oui. où le gouvernement a entrepris des négociations au Cameroun, le gouvernement, je suis totalement d'accord. Et c'est malade, c'est tout le monde, dans ces différents rapports, c'est totalement délabré. Pour ces personnes civiles, c'est la Classifié parmi les crimes de guerre et crimes de crimes, les crimes contre qui s'est effectivement passé, qui permet de qualifier et de classifier les types de crimes commis par le gouvernement ou par des groupes armés qu'il faudra identifier. On a un début d'identification des groupes armés qui sont nombreux dans le nord-ouest et du sud-ouest. On sait qu'une bonne partie des commanditaires résident dans les pays occidentaux. Et ils sont connus. Et le professeur Messanga Nyamding a cité des noms ici. Ils sont connus, qui vivent en Europe comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont identifiables, on peut les rencontrer, on peut discuter avec eux. Et d'ailleurs, Human Rights Watch a discuté avec certains d'entre eux. Je me rappelle également que le cardinal Christian Toumi, qui a voulu ouvrir un important dialogue entre les frères et sœurs anglophones, la General Anglophone Conference, n'a pas pu le faire parce qu'il n'a jamais obtenu une autorisation formelle du gouvernement. Ça, je le dis de source sûre, puisque c'est lui-même qui me l'a dit. Il n'a pas obtenu une autorisation qui le permette d'ouvrir cette rencontre. Parce que cette rencontre doit avoir une autorisation pour sécuriser l'ensemble des participants, de l'intérieur comme de l'extérieur. Par contre, puisque c'est quelqu'un qui veut la paix, absolument, au Cameroun et dans le nord-ouest et le sud-est en particulier, le cardinal Christian Toumi et le groupe avec lequel il travaillait, des presbytériens, des musulmans, ont bien voulu accepter de participer au grand dialogue national, dont ils avaient un grand espoir qu'au terme de la rencontre, les recommandations allaient rapidement être transformées en loi efficace pour que
dans les semaines et les mois à venir, la paix puisse rentrer progressivement dans le nord et le sud-ouest. Mais on se rend compte que malgré le grand dialogue national, plusieurs mois après, il y a une situation autre que l'on observe sur le terrain. C'est la recrudescence de l'insécurité, du grand banditisme, du terrorisme. Mais cela signifie au moins une ou deux choses. C'est que le grand dialogue n'a pas porté les fruits attendus. Sur le théâtre de la crise anglophone, Maître Lavoisier de Sapie, autre information donnée par le journal d'expression anglaise de Post, c'est le fait qu'il y a de nombreux ex-combattants qui ont déserté les comités de désarmement et de démobilisation dans le sud-ouest parce qu'ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont pas d'argent, ils quémandent de l'argent dans les rues selon le journal de Post. Ils menacent même la vie de leurs encadreurs. Ils ont été abandonnés à eux-mêmes alors que le gouvernement avait indiqué que c'était là l'une des voies pour permettre à ce que ces combattants, ces jeunes qui ont pris les armes puissent les déposer et être réintégrés dans la société. Comment vous réagissez face à cette information donnée dans le journal de Post, information selon laquelle ces ex-combattants ont déserté ces centres parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir subvenir à leurs propres besoins? C'est une situation à laquelle il fallait s'y attendre. Parce qu'on a créé ces centres-là en temps de guerre. C'est des centres qu'on crée en temps de paix. C'est après le cessez-le-feu. Quand il y a cessez-le-feu, quand il y a deux parties en guerre, on obtient d'abord le cessez-le-feu. Maintenant, quand on a obtenu le cessez-le-feu, on cantonne les rebelles, les combattants rebelles dans des camps, en attendant leur réinsertion. Et puis, là, on est dans un système de paix. Mais le gouvernement a créé les centres de réinsertion des anciens combattants pendant que la guerre se poursuit. Et il n'y a pas de sécurité dans la ville de Bamenda. Non seulement dans la ville de Bamenda, mais dans les autres régions du nord-ouest. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Alors, ces camps-là même n'étaient pas très sécurisés. Ensuite, si ces jeunes se plaignent, la gestion financière qu'on fait de ces camps. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pris les dispositions pour que ces jeunes aient de l'argent en permanence? Parce que vous savez, c'est des jeunes qui vivaient des rançons. Des gens étaient kidnappés, on payait 5 millions, 6 millions, 7 millions, ils avaient de l'argent en brousse. Maintenant qu'ils sont dans les camps de recasement, ils n'en ont plus. Il faut que l'État leur en donne pour ne pas les pousser à retourner dans la rue. Et ensuite, maintenant, le gouvernement a décidé de leur donner des formations, parce que la plupart étaient des jeunes désœuvrés. Il fallait leur donner des formations et permettre leur insertion dans la vie courante. Le gouvernement n'a même pas encore fini la formation. Et même si le gouvernement avait fini la formation, pendant que la guerre se poursuit, comment est-ce que ces jeunes vont être réinsérés dans la vie sociale? C'était pratiquement mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ce qui justifie. C'est comme ça. C'est-à-dire, nous critiquons à chaque fois la manière dont le gouvernement fait des choses. Ce n'est pas que on n'est pas camerounais ou qu'on n'est pas patriote. Mais il y a une logique à toute chose. Dans tout conflit armé, le professeur Mesanga est là, c'est un spécialiste des grands conflits dans le monde. Il le sait. Qu'on ne peut pas cantonner les gens quand la guerre se poursuit. Vous allez cantonner les combattants. Ça ne peut pas marcher. Et puis on demande aux gens volontairement quitter la brousse. Venez. Mais ils ne peuvent pas quitter la brousse et venir sans accord de paix. Qu'est-ce que leur sécurité devient? Donc moi je pense que c'est une opération qui était vouée à l'échec tant qu'on n'a pas négocié la paix ou tout au moins un cessez-le-feu. Après vous, ce recasement-là aura toujours des difficultés à prendre vraiment son envol. J'aimerais à présent avoir la réaction du professeur Mesanga Nyamding. C'est le comité de désarmement, démobilisation, réintégration où des jeunes ex-combattants ont commencé à déserter selon le journal de Post, estimant qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. De nombreuses plaintes, selon ce journal, ont été déjà adressées au Premier ministre chef du gouvernement sur les conditions d'encadrement de ces jeunes. Et il y a la guerre qui se poursuit avec des exactions sur les populations civiles. Est-ce que le gouvernement doit revoir sa stratégie pour sortir de la guerre, selon vous, professeur Mesanga Nyamding? Oui, par contre, c'est intéressant. Le gouvernement doit constamment pérenniser ses stratégies. Parce que la paix n'a pas de prix. Et je continue à penser que il y a eu un premier pas, une main tendue du gouvernement, le grand dialogue. On a vu certains ici nous dire qu'ils avaient déposé des armes.
ils s'y sont engagés. Mais la question est pertinente. Le gouvernement ne doit pas seulement, comme certains le font, s'appuyer sur le dialogue à l'effet de dire qu'on va régler tous les problèmes. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Dans une remarque concernant le président de la République. Il a reculé. Le président, au départ, rappelez-vous, dans un discours, en Mondiovision, a dit « Le statut de l'État n'est pas négociable, la forme de l'État. » Mais il a dit, le président Paul Biya, mon maître politique. Il est revenu, il a reculé. Il est revenu dire « On peut discuter de tout, sauf de la cessation. » Il a reculé. Vous voulez que Paul Biya fasse quoi? Voilà un chef d'État qui a changé son discours, qui a mandaté sur le terrain le Premier ministre. Et il leur a dit, dites-nous ce que vous voulez. Et de deux, monsieur Noufele, vous êtes très pertinent dans vos questions. Moi, je voudrais ici que, sur ce plateau, qui Edmond Kamgia, le docteur Okala Ebode ou Maître Tchapi, pour qui j'ai beaucoup de respect, me disent, dites-moi, je suis biaïste, je suis un collaborateur politique du président Paul Biya, en tant que membre du comité central. Dites-moi qui il faut aller voir pour que la guerre s'arrête. Au nom des sécessionnistes, moi j'irai le faire et je vais le dire au président. Vous savez qu'après les contacts préliminaires qu'il y a eu entre les services secrets camerounais et les leaders du mouvement séparatiste, ils ont posé des conditions pour aboutir à un cessez-le-feu. Oui. Ils ont par exemple demandé une amnistie générale pour les prisonniers interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Ils ont demandé que le gouvernement puisse, de façon solennelle, officielle, déclarer un cessez-le-feu. Ils ont proposé que des forces de sécurité soient cantonnées dans les différents camps militaires et qu'il y ait une enquête indépendante menée par les Nations Unies sur les exactions commises dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà. Que pensez-vous de ces conditions-là? Est-ce que le gouvernement... Est-ce que vous êtes favorable qu'on puisse y accéder? Il y a des conditions objectives et il y a des conditions subjectives. Moi, je reste sur les conditions objectives. Effectivement, il faut une amnistie. Mais est-ce que le président ne l'a pas fait? Quand vous allez au grand dialogue national, et le président vous dit, tous ceux qui vont déposer les armes seront amnistiés. Le président l'a dit. C'est de la démagogie. Et de deux, monsieur Noufele, j'ai aussi eu, comme lui, l'opportunité de rencontrer Monseigneur de Toumi, et mieux encore, Elie Smith. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'une des tueries, les massacres les plus poussés, c'est entre ambazoniens, entre les tenants de Ambazona Government Council Government, entre Interim Government de Samé et Comé, qui a arraché la vedette à Yuktabe, et Ayabacho Lucas, qui a mis Interim Government. Ils se massacrent entre eux, comme personne ne peut dire. Et de trois, et je termine là-dessus. Mais, lorsque le cardinal Toumi, sur cette initiative, avec Elie Smith, qui est un ami, est allé, qui n'a pas dit qu'il n'était pas mandaté? Vous vous rappelez? C'est sur ce plateau avec Sedi Noufele où nous avons eu un débat, Maître Tchapi, vous vous rappelez? Où certains disaient de l'extérieur que personne n'a mandaté Toumi. Alors dites-nous, moi si parmi vous quelqu'un peut me dire, et je vais vous révéler un secret, dans une commission entre le parti, et je vous le dis aujourd'hui, et c'est un service proche du chef de l'État, moi j'ai été mandaté à l'étranger. Je vais même vous dire que j'ai rencontré certains. J'ai eu des dialogues interposés avec les gens d'Ayabacho Lucas et autres. Voilà ce qu'ils m'ont dit à moi. Moi, je ne vous dis pas que les autres ont dit. J'y étais. Si on vient, on va nous arrêter. Ils n'avaient pas de garantie. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudrait, et c'est là où vous avez raison, le gouvernement doit aussi repenser ses stratégies d'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les anglophones qui tuent les anglophones, ce n'est pas acceptable, mais ce sont les Camerounais qui sont tués. Et dans ce sens, moi, je continue à dire qu'il y a plusieurs intérêts. Deux. Un, les forces politiques intérieures, qui, pour des raisons de pouvoir, ne veulent pas lâcher l'affaire et encouragent la guerre, mais à l'intérieur du régime, là au palais, et quelqu'un ponte du régime en prison, mais joue aussi à ce jeu. Il joue à quel jeu? Attendez, il y a des gens proches, du moins ayant occupé certaines fonctions dans ce pays, des ministres et autres, écoutez, qui ont, pour des raisons financières ou de détournement de fonds, qui ont un appui sur cette affaire. Donc c'est une affaire de pouvoir. En réalité, c'est de nous faire la guerre que vous voyez là.
Je vais vous le dire, et l'avenir nous dira qui vivra verra. En fait, c'est la bataille de succession qui a commencé. C'est la lutte de pouvoir. Le lien, vous ne comprenez pas. Et le sommet de vous ne comprenez pas. Je vous en prie, mais vous ne faites pas preuve de naïveté jusqu'à ce point. Je vous dis bien que un agenda était fait entre les forces endogènes au pouvoir et exogènes au pouvoir au Cameroun pour que le président parte. Prenez très au sérieux ce que je vous dis. Et d'ailleurs, certains ont mis pour Paris, tant que le président Paul Biya est là, on ne va pas arrêter cette guerre, quel que soit le cas. Et c'est là où se trouve le problème. Et je crois que mobiliser, c'est pourquoi dès le départ, j'ai convoqué les patriotes de l'opposition. Comme le président Frondi. Il y a des partis engagés, comme Cabral Libi et bien d'autres. Et j'ai convoqué aussi les patriotes du RDPC. Je vous assure, Maître Tchapi, en dehors de quelques partis extrémistes, si nous nous mettons ensemble, là je vous rejoins. Nous nous asseyons avec un gouvernement qui convoque les partis politiques. Ça aussi, je l'ai dit dans mon parti. On ne peut pas comprendre qu'il y a une guerre. Je ne vois pas un John Frondi convoqué. Je ne vois pas un Cabral Libi appelé. Je ne vois pas certains leaders de partis, même Kamto, autour du pouvoir. C'est une image symbolique. Je le dis dans mon parti. Je le dis et je continue à le dire. Partout où il y a eu des crises, on a eu les forces vives de la nation. Tout ce qui symbolise la vie politique s'asseoir. Je demande à mon gouvernement, et comme peut-être le Premier ministre, le président ne peut pas le faire, appelez Kamto, appelez John Frondi, appelez tous ces partis Cabral Libi, asseyons-nous. Asseyons-nous. Et la société civile, je suis sûr que si cela est fait tout de suite et maintenant, on pourra arrêter cette guerre. Après vous, professeur Msanga Nyamding, Thierry Okala-Ibodé, oui. Le professeur Msanga Nyamding estime qu'il faut une réunion politique d'urgence entre les leaders actuels de l'opposition et le gouvernement de la République sur les axes de sortie de la crise dans le nord-ouest et sud-ouest. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui pour sortir de la crise, au moment où on enregistre cette recrudescence des violences meurtrières? La première chose, c'est de dire au professeur Msanga Nyamding qu'il a encore entré dans une autre contradiction quand il dit que c'est une guerre de pouvoir et que ce n'est pas une affaire politique. Dès que c'est une guerre de pouvoir, ça devient un conflit politique. C'est ce que je voulais d'abord rappeler au professeur Msanga Nyamding. La deuxième chose, c'est que le professeur a fait dresser une liste là très compliquée dans laquelle heureusement ne figure pas le MRC. Même si, en même temps, il y a que quand l'État, quand la nation est face à une situation critique, comme ça se fait ailleurs, on met de côté nos antagonismes politiques, on s'assoit ensemble, indépendamment de nos antagonismes politiques, de nos chapelles politiques, pour discuter de l'avenir, de cette question-là. Vous répétez exactement ce que j'ai dit? Oui. Vous répétez, je répète ce que j'ai dit, ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, oui. Mais nous n'avons pas la même intention derrière. Oh, vous lisez dans les intentions maintenant. Parce qu'en même temps, lorsque vous avez choisi d'aller au processus de désarmement, de démobilisation et de désarmement, vous avez mis la charrue avant les bœufs dans un contexte où le processus de désarmement, de mobilisation est la fin d'un processus de pacification, de retour à la paix, à la cohésion. Vous avez choisi, dans une proposition, dans des propositions du MSC, d'aller choisir celle-là et de laisser les autres, dans un contexte où vous aimez beaucoup mettre en place les mesures cosmétiques pour donner l'illusion à vos partenaires de qui vous tenez votre pouvoir et non pas du peuple camerounais, que vous êtes intéressés, que vous êtes préoccupés par la crise actuelle. C'est ça le problème. On vous a dit, allez au grand dialogue national, et sur la question, le MRC, comme d'autres partis politiques, a fait des propositions claires. Et vous avez choisi de donner une autre forme à une intention heureuse pour le Cameroun que tout le monde avait. Donc, le grand dialogue national, pour dire comme Maître Lavoisier Tapi, était également une mesure cosmétique, était un leurre. Malheureusement, aujourd'hui, on le constate, la crise n'est pas finie, elle prend d'autres dimensions, elle prend des tournures beaucoup plus catastrophiques, à la fois pour les Camerounais et pour l'image que le Cameroun renvoie à l'extérieur. Justement, j'aimerais qu'on puisse évoquer à présent ce Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu il y a quelques jours avec un vaste mouvement au sein de ce corps. Professeur Msanga Nyamding, quelles sont les premières curiosités que vous avez pu relever à la suite de ce vaste mouvement dans la magistrature?
D'abord, une observation, une fois de plus, une analyse. À l'observation, ce sont les missions dévolues au Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit d'abord de cela. Nous faisons l'éducation populaire, il faut le rappeler. Il y a 4 missions dévolues au Conseil supérieur de la magistrature. 1, l'intégration des magistrats. 2, la promotion des magistrats. 3, la promotion des magistrats dans les juridictions à l'échelle nationale. Et puis 4, le conseil de discipline. Maintenant, l'analyse. On peut constater que, et oui, peut-être aussi expliquer pourquoi il ne s'est pas tenu depuis 3 ans. D'abord, au constat, la promotion, les 3 premiers déterminants ont été mis en œuvre. Les magistrats ont été intégrés, sont intégrés. Il y a eu effectivement le déploiement et puis il y a eu la promotion. On peut expliquer aussi qu'il y avait des attentes. Le conseil des disciplines. Mais techniquement, très vite, parce que je me suis quand même rapproché de qui de droit, je parle ici du ministre d'État, Laurent Esso, avec qui d'ailleurs je travaille beaucoup et énormément politique dans la région du littoral. Les nouveaux membres ont prêté serment le 10. Et pour citer ici le ministre d'État Laurent Esso, les gendarmes n'étaient pas en possession des dossiers. Donc on peut s'attendre à reconnaître qu'un conseil de discipline surviendra à tout moment, puisque les membres maintenant ont prêté serment. Maintenant, le dernier point pour terminer, c'est celui de la crédibilité de notre justice. J'ai encore cette phrase du président de la République qui a dit que c'était un objectif à atteindre. Alors je pose une seule question. Est-ce que notre justice est crédible? Oui, elle est crédible. Sur quoi vous vous fondez pour accorder ce crédit Oui. à la justice au regard des plaintes des justiciables Très bien. et des réalités Très bien. observées dans nos différentes maisons d'arrêt où Oui. il y a de nombreux prévenus qui y sont depuis des années sans que leur dossier ne puisse Et c'est là où avoir je été voulais traité. en venir. D'abord, notre justice est crédible parce que, à l'échelle nationale, nous avons aujourd'hui ici un auxiliaire de justice avec nous, parce que elle dissuade et elle garantit à un moment donné certaines libertés. Mais alors, qu'est-ce qui pose problème? Il y a 3 choses, et je termine là-dessus, qui posent problème. 1, il y a des ripoux. Est-ce qu'il y a des ripoux dans les corps, dans tous les corps sociaux et singulièrement dans la magistrature? Oui, il faut le dire. Parce que venir dans un plateau et dire que, parce que notre justice doit davantage être crédible, personne ne peut nier que malheureusement, il y a quelques brebis galeuses qui prennent de l'argent ici et là pour rendre des décisions. 2, il faut aussi avouer que quand un juge a 120 dossiers à étudier, ce n'est pas facile. Là encore, on peut reconnaître qu'il y a ce problème d'infrastructure. Enfin, troisièmement, il y a aussi les auxiliaires de justice. Lorsque le président de la République parle de justice crédible, il faut bien dire que la justice, c'est pas seulement le corps judiciaire des magistrats. Ce sont les avocats, ce sont les notaires, ce sont les huissiers. Lorsque vous avez un avocat, d'ailleurs les téléspectateurs nous regardent ici, qui joue aussi à l'entremetteur entre un juge et lui, ou encore vous avez un avocat qui a un client et qui joue le jeu de l'adversaire du client, on ne peut pas dire que cette justice peut être totalement crédible. C'est pourquoi, pour moi, c'est un objectif à atteindre si on continue à traquer les ripoux, aussi bien les auxiliaires de justice et les magistrats eux-mêmes. Après vous, Maître Lavoisier de Sapie, sur les mouvements qui ont été effectués dans la magistrature, il y a des femmes qui sont désormais à la tête du tribunal criminel spécial, juridiction importante dans le dispositif de lutte contre le détournement de deniers publics. On a vu également l'arrivée du magistrat Yap Abdou, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, à la tête de la Chambre des comptes à la Cour suprême. Quelle est votre analyse de ces derniers mouvements ? C'est tout à fait normal que des femmes soient promues. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons parce que les femmes, elles sont également aussi compétentes que des hommes. Et c'est normal qu'elles soient promues à des postes de responsabilité. Mais nous pouvons seulement déplorer que ce n'est pas assez fréquent dans la magistrature. Le nombre de femmes qui sont nommées président du tribunal, procureur de la République, le nombre est tellement infime. C'est Oui. environ 2%. C'est très vrai. Des magistrats. C'est très vrai. Et c'est regrettable parce qu'on a des femmes capables qui sont de bons magistrats, de bons juges.
et qui peuvent bien tenir ces postes-là. On ne sait pour quelle raison elles ne sont pas promues à ces postes de responsabilité. Sans vous couper, mais avec votre permission, je vous rejoins d'autant plus que sur 10 présidents de la Cour d'appel au Cameroun, il n'y a aucune femme. Ça, je l'ai quand même déploré. Aucune femme n'est PCA. Bon, il faut aussi regretter que ce conseil n'ait pas tenu des séances de conseil de discipline. Et c'est regrettable parce que le conseil avait été convoqué 1 mois à l'avance. La date avait été annoncée 1 mois à l'avance. On ne peut pas Donc, dire que les gendarmes le président de la République a eu 1 mois pour que tous les dossiers soient instruits, pour que tous les membres du conseil qui avaient été nommés précédemment soient imprégnés des dossiers disciplinaires et que le conseil de discipline tienne et sanctionne. Parce que après 3 années de léthargie, il y a eu certainement beaucoup de dossiers disciplinaires qui se sont accumulés, beaucoup de magistrats qui ont agi en violation de la déontologie de leur profession et qui méritaient d'être sanctionnés. Ne pas les sanctionner, c'est peut-être les encourager à continuer à poser des actes indélicats. Mais je voudrais revenir sur la justice dans son ensemble pour dire que il y a 2 acteurs principaux dans la justice. Il y a les greffiers. On n'a souvent pas l'habitude de parler des greffiers. Oui. Parce que sans le greffier, il n'y a pas le magistrat ne peut rien faire. Le greffier est la cheville ouvrière qui travaille pour que l'action du magistrat ait un éclat visible. Or, on se rend compte que les greffiers camerounais se sont battus et ont obtenu un statut de greffier qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Et depuis le 1er janvier 2012, on attend le décret d'application de ce statut de greffier. Ça fait 8 ans. Le décret d'application n'est jamais sorti. Ça veut dire que ces greffiers sont frustrés parce que le décret d'application devait améliorer les conditions de travail des greffiers, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, ces greffiers sont également dépourvus en matériel du travail. Et je l'avais déjà dit sur ce plateau, la plupart des greffiers dans les juridictions du Cameroun que j'ai visitées travaillent avec des ordinateurs personnels qu'ils ont payés de leurs moyens et qu'ils mettent au service de l'État, ce qui n'est pas normal. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que généralement, quand vous allez dans les juridictions du Cameroun, on vous parle des frais de saisie. Et le gars, il utilise son ordinateur, il saisit une décision, le justiciable doit payer les frais de saisie. Ce qui n'est pas normal parce que l'État aurait dû mettre un ordinateur à la disposition de chaque greffier. Donc les greffiers ont absence de matériel de travail, absence de décret d'application. Je pense que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, doit se pencher sur cette question et faire que le décret d'application des statuts des greffiers soit publié. Maintenant, lorsque on revient à la magistrature elle-même, nous l'avons dit, notre magistrature camerounaise est embastillée. Embastillée, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, qu'il faut utiliser, parce que dans toute démocratie, professeur Messanga, oui, la justice est un pouvoir indépendant. Dans tout système politique qui se veut démocratique, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Or, au Cameroun, le pouvoir judiciaire, déjà la Constitution dit que le président de la République, dans la Constitution, est garant de l'indépendance de la magistrature. Le président de la République est président d'un parti politique. Il est chef de l'exécutif. Il ne peut pas garantir le bon fonctionnement de l'exécutif et garantir l'indépendance de la magistrature. Parce que vous savez que la magistrature a pour rôle de sanctionner l'action de l'exécutif. Vous ne pouvez pas sanctionner l'action de quelqu'un qui vous tient par le cou. Ce n'est pas possible. Et le statut de la magistrature fait du président de la République un homme politique, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà 2 personnalités politiques. Et sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, vous avez 7 membres, dont 3 magistrats seulement. Donc les magistrats sont même minoritaires. Et les magistrats de 2e grade, 1er grade, 3e grade ne sont pas représentés dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui est encore une aberration pour ce qui concerne cette institution-là. En quoi ça pose problème? Ça pose problème parce que le pouvoir judiciaire est contrôlé de bout en bout par le pouvoir exécutif. Et on a vu les conséquences de cette manière où le magistrat n'est pas libre, le magistrat camerounais n'est pas libre. Je prends l'exemple du président Slik, qui a été président du tribunal de grande instance de Foundi. Quand le président Slik
a acquitté à Tangana Mebara des charges qui pesaient sur lui pour détournement de fonds publics, il a été immédiatement remplacé et sanctionné pour n'avoir pas condamné quelqu'un qui a été envoyé en justice par le pouvoir. Vous voyez la conséquence de ce que c'est l'exécutif qui contrôle le pouvoir, de cette indépendance du juge. Le juge, à ce moment, n'est plus libre de rendre une décision. Mais officiellement, le gouvernement n'a pas reconnu d'avoir sanctionné ce magistrat. Si, c'est la conséquence. Non, c'est pas vrai. Madame, je ne vous le dis pas souvent, c'est pas vrai. Madame Baouni, qui vient d'être nommée présidente du TCS. Oui, Annie Baouni, que tout le monde apprécie. Elle a placé le ministre Bapes sous mandat de dépôt. Oui. Mais c'est de la présidence qu'on a donné des instructions pour que ce monsieur soit élargi. Mais elle vient d'être promue. Ça veut dire que la présidence l'apprécie. Écoutez, lorsque un juge, elle est juge d'instruction, c'est un juge indépendant, qui constate qu'il y a des charges qui pèsent sur un ministre qui a détourné des fonds, qui l'arrête et qui le place en détention, et le pouvoir politique lui intime l'ordre de libérer. Alors, à ce moment, la justice n'est plus libre. Donc, notre justice est embastillée. Justement. Non seulement embastillée par le pouvoir, parce que ce que le professeur Messanga a dit, c'est le président de la République qui recrute le magistrat. C'est le président de la République qui nomme les magistrats. C'est le président de la République qui gère la carrière du magistrat. C'est pas normal. Dans tout pays démocratique, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par les magistrats de la Cour suprême. C'est détaché du pouvoir exécutif. De manière que... Et vous voyez, le président Yap Abdou, qui est passé président de la Cour des comptes. Vous savez, le président Yap Abdou, il vient de la présidence. Il est parti de la présidence pour le TCS. Et alors? Il était chargé de mission à la présidence. On le met président de la Cour des comptes. Est-ce que vous verrez la Cour des comptes un jour aller auditionner, aller faire l'audit des comptes de la présidence, vous soupçonnez tout le de la monde, gestion des fonds à la présidence de la République? Est-ce qu'il peut avoir ce courage Justement, d'aller gérer les fonds? C'est une question importante sur la carrière de ce magistrat hors hiérarchie, premier groupe, Yap Abdou, qui était au tribunal criminel spécial et aujourd'hui à la chambre des comptes de la Cour suprême. Edmond Kamga, sur cette promotion qui cristallise également l'attention des Camerounais concernant le magistrat Yap Abdou et d'autres magistrats, notamment celle qui est désormais à la tête du tribunal criminel spécial. Quelle est l'analyse que vous pouvez en faire? D'abord, il faut dire que dans les derniers mouvements, un vaste déploiement auquel on a assisté après le Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu des promotions. Et il faut le dire, quand j'ai écouté beaucoup de magistrats et d'autres et des auxiliaires de la justice, pour certaines promotions, vraiment, c'était mérité. Mais il y a eu également des cas où certains acteurs du domaine de la justice estiment que peut-être il y aurait eu un brin de népotisme ou de tribalisme. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais certains reprocheraient peut-être au ministre de la Justice d'avoir été au cœur de certaines promotions. Beaucoup estiment, par exemple, qu'on retrouve un peu trop de fils et de filles Sawa à la tête de plusieurs tribunaux de plusieurs juridictions, oui. Tribunal de première instance ou de grande instance ou à certaines présidences de cour d'appel. Et certains murmurent que le Premier ministre, chef du gouvernement, aurait également été pour quelque chose, pour qu'un de ses proches parents soit nommé à la tête. Son petit frère, on parle de Paul Lungoute. Mais ces personnalités magistrates peuvent avoir été aussi nommées en raison de leurs compétences et des performances réalisées là où elles étaient avant d'être promues ou affectées à la tête de ces différentes juridictions. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, mais ça, il a raison. Edmond, donne-moi une seconde, c'est ce qu'il explique. Edmond a raison lorsqu'on parle du frère du Premier ministre, Paul Ngoute. Et vous savez, la magistrature, c'est comme l'armée. Et il s'est dit effectivement qu'on l'a passé hors hiérarchie, alors qu'il a des aînés devant lui. Mais ces performances... Oui, bon, je vous rejoins. Entre sa filiation et sa capacité à pouvoir être promu. Je vous rejoins parce que c'est pour des raisons de performance, mais c'est aussi plutôt rare. Ça, je suis du pouvoir. C'est plutôt rare que de voir à la tête d'une juridiction quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui avance plus que vous en grade. Justement. Ça aussi, c'est des petites choses qu'il faut dire que bon, ça peut gêner. Edmond Kamga. Oui, je vais insister sur un cas particulier qui fait partie de ce que j'appelle l'excellence et le mérite. Tout à fait. Le cas du magistrat Yap Abdou, qui vient d'être promu à la tête de la Chambre des comptes. Et qui le mérite. Et qui le mérite. Tout à fait. Je voudrais expliquer pourquoi il le mérite. Parce que
dans nos rapports avec la magistrature, avec des personnalités de la société civile, avec d'autres personnalités, dans le cadre d'une institution que nous avions ici pendant plusieurs années, à la Nouvelle Expression particulièrement, ce qu'on appelait l'homme de l'année, qui est né avec pratiquement la Nouvelle Expression, parce que le premier numéro de la Nouvelle Expression, qui était un hebdomadaire, mais qui est devenu plus tard un quotidien, voit le jour le 28 février 1991. Et de 91 jusque dans les années 2000, nous avons régulièrement tenu ce qu'on appelle la cérémonie de l'homme de l'année. Et nous avions un jury qui était permanent, dont la plupart des membres permanents sont restés jusqu'au bout, qui avaient été sélectionnés sur la base justement de leur mérite et de leurs compétences dans leur domaine particulier. Et j'ai ici sous la main un magazine des 10 ans de la nouvelle, des 10 ans de la Nouvelle Expression, sorti en 2001, où je peux vous présenter un peu parmi les membres du jury, nous avions Yap Abdou. Il était là depuis le début des premières éditions qui ont commencé en 91 de l'homme de l'année. Ouais. Voici Yap Abdou. D'accord. À côté de lui, il y a plusieurs personnalités de la société civile, de l'ordre des avocats par exemple. Je vois Maître Charles Chungang, il n'était pas encore bâtonnier. Charles Chungang est devenu plus tard bâtonnier. Il y a Akere Mouna, il était simple avocat, il est devenu plus tard bâtonnier. Il y avait Maître Masso Marthe, il y avait Dr Enesine Ngwetbel, il y avait Dr Albert Mbida, le professeur Ndamdi Toyab, qui a eu beaucoup de promotions. Oui, qui a été directeur général de l'hôpital général. Tout à fait. Oui. Il y avait feu Roger Gabriel Lep. Oui. En fait, il y avait le professeur Hubert Mononjana et beaucoup d'autres personnalités de la vie politique, culturelle et sociale. C'est pour vous dire qu'en réalité, Yapadou partait de Yaoundé pour assister aux éditions de l'homme de l'année de la Nouvelle Expression. À Douala, le jury se réunissait à Douala, mais la cérémonie même festive se déroulait à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où nous primions une personnalité qui avait marqué durablement dans son domaine la vie politique, sociale ou culturelle. Par exemple, dans les 2 premières éditions de l'homme de l'année, John Fundi a été unanimement désigné homme de l'année en 91 et en 92. Il y a eu des éditions où il n'y avait pratiquement pas quelqu'un qui s'est détaché. Par exemple, en 96, c'était Néant. En l'an 2000, c'était les Lions Indomptables. Et tout le monde peut imaginer pourquoi. Il y avait le retour de la sélection olympique des Lions Indomptables. Il y a eu des éditions où on a primé également des gens qui sont marqués, qui ont joué un rôle important et qui ont marqué la vie nationale. En 98, par exemple, ce sont les Camerounais de la haie, dans l'affaire Bakassi. Tous ceux qui ont œuvré pour que le Cameroun puisse rentrer en possession de notre terre à Bakassi ont été primés en 98. Il y a eu d'autres éditions où on a vu d'autres personnalités, que ce soit dans le monde médical ou dans le monde du sport. Par exemple, Issa Hayatou, c'était lui l'homme de l'année en tant que président de la CAF en 95 pour des actes qu'il a fait pour l'Afrique. C'est pour dire, en revenant sur le cas Yap Abdou, c'est quelqu'un qui nous a marqué par son intégrité et son professionnalisme. Il a été toujours présent dans les actions que nous avons menées au niveau du club de l'année de la Nouvelle Expression. Et lorsque on l'a vu nommé à la tête du tribunal criminel spécial, où il a posé les bases d'un travail qu'aujourd'hui, ceux qui lui succèdent sont amenés à continuer et qui se retrouvent également aujourd'hui à la Chambre de compte. Cela montre à suffisance que c'est quelqu'un dont le parcours rappelle suffisamment qu'il a du mérite, de la compétence. Et que Paul Biya travaille bien. Et que, sur ce cas, c'est quelqu'un qui a mérité. Oui. Il y a peut-être d'autres cas, mais ça, c'est un cas dont nous pouvons parler avec suffisamment d'éléments parce qu'on l'a vu travailler. Au-delà de ces performances individuelles observées dans la magistrature, Thierry Okala-Ebodé, il y a toujours ce problème de l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantie par le président de la République selon la Constitution, mais dans les actes et la pratique, vous, au sein du MRC, comment appréciez-vous l'architecture du système judiciaire et quel regard portez-vous sur ces derniers mouvements effectués dans la magistrature au Cameroun? La convocation 3 ans plus tard du Conseil supérieur de la magistrature et la consécration de la gouvernance par la fainéantise, l'inertie. C'est ce qu'il faut dire simplement. Un Conseil supérieur de la magistrature est appelé à siéger chaque année. Il n'y a pas de raison objective pour que cela ne se fasse pas ainsi.
Le Cameroun, Si quand ce même, n'est- fait face à des si ce crises n'est- dans le non, nord c'est du une- sud-ouest. Est-ce que ça peut c'est une- justifier c'est le fait non. que l'agenda du chef Trois- de l'État non. soit 3 ans un avant, agenda chargé qui puisse... c'est devenu coutumier, de ne pas tenir les sessions du Conseil supérieur de la magistrature chaque année comme cela se doit. Donc c'est pas nouveau. Et ça conforte l'analyse que nous sommes dans une gouvernance par la fainéantise, par l'inertie. Deuxième chose, on parle de l'indépendance. Non, la justice au Cameroun n'est pas indépendante du fait de sa double dépendance politico-administrative et financière. Ce qui fait que, effectivement, on en arrive à une justice qui n'est pas crédible, contrairement aux propos encore contradictoires de M. Sanga Nyamdi. Parce qu'il y a des exemples. Paul Tchouta est en prison depuis plus d'1 an dans une affaire où il aurait pu, s'il avait été condamné, subir une peine de 6 mois. Ça remet radicalement en cause ce fantasme de la crédibilité de la justice camerounaise. C'est pas possible de dire que Mamadou Mota et beaucoup d'autres, les détenus de la crise anglophone, et Paul Tchouta restent en prison dans des conditions où leurs peines sont dépassées, où des magistrats n'arrivent pas à faire le travail. Il y a encore des éléments supplémentaires pour démontrer que la justice camerounaise n'est pas crédible. On ne peut pas avoir une cour d'appel dans la capitale constituée de magistrats uniquement francophones. Et donc, ils ne peuvent pas juger les Camerounais d'expression anglophone. Dans un contexte de violation d'une disposition constitutionnelle qui dit que le Cameroun est un pays bilingue qui utilise en même temps les 2 langues, le français et l'anglais. Professeur Messanga Nyamdi, vous avez glissé là. Vous vous êtes trompé. Je vais vous répondre. Peut-être volontairement. Non, comme c'est répondre. coutume chez vous, les gens du RDPC, de tronquer la réalité, de dire des Je vais vous contre-vérités, répondre, alors monsieur. que le Cameroun nous Docteur, donne je vous une image qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, celle d'un pays dont les principaux responsables ne sont plus en capacité de gouverner, sont dans l'incapacité d'offrir plus que ce qu'ils ont offert en 38 ans. Maître Chapuis Lavoisier a dit, pendant 38 ans, on ne peut pas simplement dire qu'on fait semblant, on fait ci ou on fait ça. Non. Donc, pour répondre à votre question, il me semble que j'ai répondu à votre question en disant que, il y a la double dépendance de notre système judiciaire, de notre pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, dépendance politico-administrative et financière, où elle est caractérisée essentiellement par l'inertie et la fainéantise, parce que rien ne justifie qu'on ne puisse pas organiser chaque année le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui crée des frustrations même dans la promotion des magistrats, parce que quand le Conseil supérieur de la magistrature siège, sous réserve de ce que Maître Chapuis Lavoisier va dire, ce n'est pas tous les magistrats, ce n'est pas les dossiers de tous les magistrats du Cameroun qu'on soumet à la sanction du Conseil supérieur de la magistrature. Et on retrouve donc des magistrats, des gens qui sont entrés dans la magistrature, qui voient passer leurs camarades, dont on ne sait comment les dossiers vont pouvoir être amenés au Conseil supérieur de la magistrature. Et pendant ce temps, ils sont assis là, et ils voient les autres évoluer, et ils sont toujours à la traîne. Ça, c'est également une situation de frustration qu'il faut dénoncer. Je connais personnellement des gens comme ça, qui aujourd'hui sont devenus des êtres presque flétris à cause de cette injustice du Conseil supérieur de la magistrature. Et situation qui conduit presque à la corruption. Oui. Dans la promotion des magistrats. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on a une promotion de 50 magistrats sortis de l'ENAM, qui ont fait 5 ans au premier grade et qui doivent passer au deuxième grade, c'est pas tous les 50. le pouvoir, le Conseil supérieur de la magistrature fixe à 30 le quota de ceux qu'on doit envoyer au deuxième grade. Donc, 20 magistrats de premier grade doivent être recalés. Sur quels critères on recale ces gens-là? Je vais vous dire. Et la loi sur le Conseil de la magistrature le dit, on fixe les quotas. Sur 50, vous avez 30. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Vous prenez 30. Sur quels critères vous recalez les autres qui n'ont aucun dossier disciplinaire? Et ça crée des frustrations parce que vous avez des gens qui sont sortis de l'école la même année. Certains avancent, d'autres reculent. Et certains avancent même pour venir être les chefs de leurs camarades. Au regard de cette cette autopsie que vous faites sur l'inertie qui entoure la gouvernance au Cameroun et impact sur la magistrature et la carrière de ces magistrats, professeur Messanga Nyamdi, 3 ans sans tenir un conseil supérieur de la magistrature, frustration lors des promotions qui ne respectent pas toujours les critères objectifs de performance des magistrats dans les différentes juridictions. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je voudrais qu'on dépolitise toujours le débat. Professeur, tout est politique. Vous êtes ancien de sciences politiques. Non,
C'est une escroquerie, avec tout le respect que je vous dois, professeur, de demander toujours à dépolitiser des questions qui sont essentiellement politiques. Vous commencez à m'énerver avec ça. Je vous en prie, la parole. Désolé, mes profs. Professeur de sciences politiques. Docteur Kalaï Bobé, Je n'accepte pas que permettez, vous appelez professeur, à la monsieur- dépolitisation des sujets essentiellement politiques. Professeur Si Msanga nous sommes Nyamding, là, vous avez la débat. parole. Ne vous en faites pas. Je connais mes oncles de la Légué. Je ne suis pas fâché. Moi de même, hein. Je Mais pense bon, que... il y a des collègues qui sont saines. Quand il va vous... encore me couper. Oh là, écoutez, vous êtes docteur, monsieur. Arborez votre toge de docteur. Là, vous allez aussi écouter les autres. Hein, le débat est contradictoire. Je crois que 3 ans après, quand je dis qu'il faut dépolitiser, je n'aurais pas eu à prendre certaines positions politiques courageuses si je restais enfermé dans mon idéologie du parti. 3 ans, pourquoi? 2016, il y a la crise anglophone qui commence. Et je vous fais remarquer que l'une des revendications était la sous-représentation des auditeurs anglophones. Comme par hasard, pour la première fois, ces auditeurs vont être déployés comme les autres. C'est la première promotion où ils vont exister. Je peux vous dire, la main sur le cœur, que ça a été un motif qui a retardé ce conseil. Il faut expliquer, moi j'explique. Vous critiquez sans preuve. Bon, deuxièmement, Vos critiques ne sont pas convaincantes. je partage... En fait, vos explications sont rien que convaincantes, c'est ce que je veux dire. Je partage le point de vue de Maître Tchapi. Il y a quelque chose qui me choque. C'est les femmes. Ce n'est pas acceptable que sur 10 juridictions, aucune femme n'est procureur général, aucune femme n'est président de cour d'appel. Là encore, c'est un coup d'État, contrairement au discours présidentiel, qui a mis l'accent sur la promotion des femmes et des jeunes. Au niveau de la représentation, la chambre judiciaire, le président de la chambre judiciaire est un anglophone, Dr Kalaï Bobé. Ce qui m'impressionne, c'est que vous vous trompez toujours et vous persistez toujours dans les glissements. Et vous dites que c'est moi qui glisse. Je sais pas de la cour À la tête de la chambre, pardonnez-moi, le judiciaire, c'est un anglophone. Et je vais plus loin. Aujourd'hui, on a des anglophones et on a corrigé le tir parce qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés. Lorsque vous dites que le gouvernement n'a rien fait, et aujourd'hui une section anglophone à l'ENAM, c'est un effort. Reconnaissez-le. Et aujourd'hui une section anglophone à la Cour suprême. Maître Tchapi, vous qui êtes un peu plus sérieux que nos camarades du MRC, il faut saluer ça. Et reconnaître que la promotion d'une dame comme Annie Baouni, Batende. je vous assure, cette femme me séduit. Par son courage d'abord en tant que magistrat et par sa détermination lorsqu'on sait que, et tout le monde le voit bien, l'opération Épervier à un moment donné a été un moment où on n'avait plus l'impression que le TCS jouait son rôle. Tout le monde le sait. Et je suis convaincu que, contrairement à ce que vous avez dit, au Conseil supérieur de la magistrature, comme en France, système juridique qui m'a formé. Moi, j'ai été formé à Paris 1, en droit public. Et je voudrais remarquer que le Conseil supérieur de la magistrature, les membres sont désignés, comme au Cameroun, certains par le président, c'est la même chose au Cameroun. Certains par le président de l'Assemblée, c'est la même chose au Cameroun. Certains par le président du Sénat, c'est la même chose au Cameroun. Mais il y a un changement sur celui qui préside ce conseil supérieur de la Oui, j'en magistrature. viens. J'en viens. À la seule différence que aucun pays au monde, sur 194 États, s'est développé. Je voudrais vous dire que la magistrature est encadrée par le sacro-saint principe de souveraineté exprimé par Montesquieu. On ne peut pas, et il faut le dire aux auditeurs, je termine là-dessus, il faut le dire, la justice est rendue maître au nom du peuple camerounais. Et on ne peut pas comprendre que, mais écoutez, c'est le droit qui arrête le droit.
Le Cameroun d'ailleurs, et là, comme je vous disais, ça va encore amuser Kala et Bodé, je termine là-dessus. Nos magistrats sont plus indépendants que les magistrats français que je connais. Et je vous dis pourquoi. Ça reste à prouver. En France, je vais le prouver, je termine là. Vous avez les magistrats de gauche avec des syndicats qui existent, vous le savez. Oui. Vous avez le syndicat de magistrats de droite. Donc l'exemple des D'extrême syndicats. droite. Alors ne me coupez pas. À partir du moment où, à partir du moment où, l'indépendance. oui, nous parlons d'indépendance. Indépendance du point de vue sociopolitique, socio-juridique, veut dire impartialité. Non. Dans un contexte, oui, pour vous, mais pour moi, oui. À partir du moment où vous avez un pays comme la France, où vous avez le syndicat des magistrats de gauche, de droite et d'extrême droite. Donc vous dénoncez des syndicats de magistrats. Je doute que, en France, ces magistrats soient plus indépendants que les nôtres. Il faut saluer ce qui est fait. Avec le déploiement des personnes comme Madame Annie Batende, vous avez dit Baoni, qui apporte la preuve qu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire sera beaucoup plus crédible qu'on ne l'a pensé avant. Chéri, au cas où, oui. Je voulais revenir sur l'indépendance des magistrats. Je ne vais pas leur capacité à rendre justice. C'est le président de la République, au nom du peuple camerounais. Oui, le professeur Messanga s'exerce dans une démonstration extrêmement laborieuse, en voulant prouver que le fait qu'il y ait des syndicats de magistrats de gauche, de droite, fait que les magistrats ne sont pas indépendants. Non, il fait la promotion de la dictature, la promotion de l'atteinte aux libertés d'association. Et là, c'est la preuve que les gens peuvent, même étant appartenant à la magistrature, peuvent exprimer dans le cadre d'associations, des syndicats, leurs opinions. On ne peut pas empêcher un magistrat d'avoir une opinion politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est que, je l'ai oublié quand je tenais mon propos tout à l'heure, quand vous m'avez posé en premier la question, c'est sur l'importance du TCS. Je dois dire que, sur le plan de la lutte contre la corruption, je continue à m'interroger sur la performance, n'est-ce pas, du TCS. Aujourd'hui, plus qu'hier, la corruption a continué à évoluer. Et l'existence du TCS n'a pas, de manière pratique, de manière sérieuse, porté un coup, n'est-ce pas, aux pratiques de corruption. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens estiment que s'ils volent beaucoup de milliards, ils vont plutôt aller au TCS. En fait, je veux dire que le fait de la création du TCS a, n'est-ce pas, catégorisé les justiciables, n'est-ce pas? Et donc, c'est que le TCS, effectivement, n'est pas une institution performante dans la lutte contre la corruption. On doit encore interroger sur sa performance, sur son existence. Pourquoi on a créé le TCS? Il y a une chose, c'est que c'est que, professeur Messanga, il faut, quand vous parlez de l'indépendance du magistrat, vous êtes plus rationnel encore. La première indépendance, c'est d'abord le salaire. Je suis d'accord. Vous savez qu'un magistrat gabonais de premier degré, je suis d'accord. de premier grade, il faut est revoir à 1 500 000 francs de salaire. J'en venais Le là. magistrat camerounais est à 261 000. Ce n'est pas normal. Donc, il y a des magistrats à la cour d'appel qui n'ont pas 500 000 francs de salaire. Donc, la première indépendance du magistrat, c'est d'abord son traitement. Nous sommes d'accord. Ensuite, les conditions de travail. Je suis d'accord. C'est aberrant que les magistrats soient confinés dans des petits bureaux comme des box, sans climatisation, Cédric, sans ordinateur, sans secrétariat. Un juge, quand un juge doit avoir un bureau luxueux, un secrétariat, spacieux, il doit être mis à l'abri du besoin. Nous sommes d'accord. Et là, vous coupez la voie à la corruption. Quand c'est Maître Lavoisier qui dit Ensuite, irrationnel, quand c'est au Il cas est qui plus dit... pertinent. Il est plus pertinent. Je vous en prie, il Le a la magistrat, parole, messieurs. On pour que écoute, le hein. magistrat camerounais soit indépendant, Oui. le magistrat doit être au centre de la gestion de sa carrière. Tant que c'est le politique qui gère la carrière du magistrat, il ne sera jamais indépendant. Tant que vous n'avez pas associé les magistrats en grand nombre et que vous avez basculé la présidence de leur instance à un magistrat de la Cour suprême, que ce soit le président de la Cour suprême ou à une personnalité, un ancien magistrat honoraire qui préside cette instance-là, le magistrat ne sera Là, jamais je ne suis pas indépendant. d'accord. Poursuivons le Parce fil que l'élu, conducteur. c'est le président. Poursuivons le fil conducteur de cette émission avec cette affaire Edmond Kamga de suspension du contrat de bail provisoire signé en mai 2020 entre l'État du Cameroun et la société Neo Industrie, elle qui a mis sur pied une usine de transformation du cacao à Kekem et qui a vu son contrat de bail où elle l'avait acquis après avoir signé un contrat avec l'État du Cameroun, des milliers d'hectares dans la vallée d'une Thème située dans la région du Sud. Le ministre des Affaires foncières
annonce la suspension. Il indique que c'est une mesure qui vise à apaiser les esprits et rechercher un consensus positif et dynamique avec les populations dans la vallée du Tem. Comment réagissez-vous face à cette suspension d'un contrat de bail signé quelques mois plus tôt entre un opérateur économique et l'État du Cameroun? Je dois dire que la suspension du contrat de bail de Neo Industrie avec l'État du Cameroun est une mesure qui ne rassure pas les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux, mais en particulier les investisseurs nationaux. Parce que on ne peut pas, dans un même domaine où l'État concède, fait des concessions aux sociétés étrangères, notamment les sociétés françaises, les sociétés chinoises et d'autres Coréennes et d'autres firmes transnationales et étrangères, dans ce même domaine, quand un national s'investit, obtient la concession, et que pour des raisons assez étranges, que je ne saurais qualifier de politique ou de tribal, on en vient à suspendre la concession, c'est très grave. Cela donne l'impression aux investisseurs locaux, désormais, qu'ils ne sont plus en sécurité pour investir dans leur propre pays. Que visiblement, on leur demande que si vous voulez investir au Cameroun, vous devez rentrer dans votre village, dans votre département pour investir. Parce que dans le cas d'espèce, le promoteur a commencé à investir une cinquantaine de milliards dans le Hong-Cam et il souhaitait étendre, n'est-ce pas, sa production en allant dans la vallée du Tem pour avoir la matière première, le cacao. Et les espaces sont suffisamment importants là-bas. Et c'est d'autant grave que sur les concessions où l'État a concédé, n'est-ce pas, à plusieurs sociétés, sur 66 000 hectares, il y a une société qui a plus de 30 000 hectares et qui n'a aucun problème du tout. Mais Neo Industrie, qui n'a pas autant d'hectares que celui-là, vit dans une situation où il doit pratiquement, je ne sais pas s'il doit plier bagage ou décider de ne plus engager tout ce qu'il avait commencé. Parce qu'il faut dire une chose. Avant d'engager une telle opération, quand un promoteur, un investisseur fait une telle opération, c'est qu'il a fait des emprunts bancaires. Il a commencé à investir. Il a obtenu de l'État quelque chose, un document qui lui permet de travailler. Mais si pour des raisons politiques cette fois-ci, parce que on dirait que la question a été gérée politiquement, mais ça a des conséquences économiques et financières graves. Comment est-ce que ce promoteur qui a fait des emprunts bancaires va s'en sortir cette fois-ci? Et pour la filière où il y a des entreprises étrangères, cela signifie qu'on privilégie les étrangers au profit des nationaux. Après vous, Edmond Kangia, Maître Lavoisier Sapi, il y a un acteur de la société civile, Maître Christian Mbomo Timban, qui dénonce un acte administratif à 2 vitesses et au faciès qui compromet le développement du Cameroun et le vivre ensemble. Quel est votre regard sur cette affaire d'accaparement, de gestion des domaines fonciers et des terres arables pour des investisseurs nationaux et étrangers? Le ministre des Affaires foncières, lui, il indique qu'il faut apaiser les esprits et trouver un consensus. Un acteur de la société civile estime que c'est un acte administratif au faciès et acte administratif à 2 vitesses. Oui, la volte-face du ministre des Domaines ne s'explique pas. Parce que la loi foncière est assez claire. L'article 1er de l'ordonnance 74-1 du 6 avril 1974 portant régime foncier dit que toutes les terres du Cameroun appartiennent à l'État. Oui. C'est la loi foncière qui le dit. Oui, 180. Et cette loi poursuit en disant que l'État le gère pour assurer le développement socio-économique du Cameroun. Ça veut dire que toutes les terres qui n'ont pas de titre foncier au Cameroun relèvent du domaine national et sont gérées par l'État. Donc l'État est dans son droit d'attribuer des concessions à un opérateur économique parce que cela favorise le développement économique du pays. Mais les populations qui y vivent estiment qu'elles n'ont pas été
prise en compte lors de l'attribution de ces terres. Vous avez vu ces manifestations qui ont été organisées lors de cette réunion de consultation entre autorités traditionnelles et l'opérateur économique en question dans la vallée du Ntem. Et selon un maître Christian Mbomotimban, certains ont déploré le fait que leur terre a été attribuée à un halogène, pour reprendre ses propres termes. Non, il me semble que... Est-ce que ce type d'argument peut tenir lorsqu'il y a des investissements effectués par des nationaux pour le bien commun, selon vous? Non, ça ne tient Bien-être pas. social. Parce que déjà sur le plan du droit, pour attribuer une concession, il faut qu'une commission descende sur le terrain, délimite l'espace, fasse un plan. Maintenant, l'opérateur propose un plan de viabilisation Tout à fait. de la concession et un plan d'investissement, de mise en valeur pour un certain temps. À ce moment, on lui signe la concession provisoire. Donc, il y a un travail qui a été fait en amont. Si les gens estiment qu'ils n'ont pas été consultés, ça veut dire que peut-être que certaines personnes n'ont pas bien fait leur travail. Mais je sais que quand il y a des projets comme ceux-là, il y a des élites gourmandes qui attendent que l'investisseur vienne d'abord leur bourrer les poches pour qu'ils donnent leur onction pour que le projet soit développé à son terme. Mais je pense qu'il revient à l'État du Cameroun de descendre sur le terrain, d'apaiser les esprits, de faire comprendre le bien fondé de l'investissement et des retombées socio-économiques sur la communauté en question. Et très souvent, ce que nous avons constaté, c'est que dans notre pays, le professeur l'a dit, on tend à privilégier les étrangers. Je crois que c'est Edmond qui l'a dit. C'est vrai, malheureusement. Si c'était un Chinois qui avait obtenu cette concession, est-ce que le ministre l'aurait retiré? Si c'était un Français qui avait obtenu cette concession, est-ce que le ministre l'aurait retiré? Je ne pense pas. Parce que ce que vous avez vu dernièrement sur les réseaux sociaux, cette dame qui est chef dans la région du Sud, et qui s'est imposée et qui s'est interposée face au sous-préfet pour dire que les grumiers ne passent plus parce que vous exploitez nos forêts depuis de longues années. Les écoles, vous ne construisez pas, les dispensaires qui étaient censés construire, vous ne construisez pas, les aménagements de routes, vous ne faites rien. Bon, elle s'est insurgée, mais le sous-préfet a utilisé la force publique pour faire que ça passe. Pourquoi est-ce que dans le cas de l'espèce, le ministre a préféré suspendre ce projet au lieu d'utiliser la force de l'État, la persuasion de l'État pour convaincre cette population? Il me semble que l'origine ethnique du promoteur de ce projet fait problème. Et nous l'avons dénoncé constamment dans le SDF, à savoir le tribalisme d'État. Le gouvernement du RDPC a institué le tribalisme d'État. Encore. Il vous souvient que... Oui, puisque vous l'avez mis dans la Constitution, vous l'avez mis dans la loi des maires. Le maire de la ville doit être un autochtone. Le président de région doit être un autochtone. Quand vous mettez ce genre de choses dans les lois, pour dire que ça c'est le tribalisme d'État que vous mettez dans les lois. Et aujourd'hui, on en subit les conséquences. On parle de maire autochtone dans une loi. Voilà une communauté. Voilà une communauté dans le sud Cameroun qui est pauvre. Je dis bien qui est pauvre et très pauvre. Oui. Qui est sur le point de cracher sur un investissement qui aurait pu apporter énormément de revenus aux populations du coin. Oui. Parce que monsieur Néossi, il peut aller dans le Mbam. Il peut même choisir d'aller dans le Mungo. Il va trouver du terrain où il peut faire ses cultures de cacao, ça va prospérer. Mais ces gens vont perdre. Donc il me semble que les gens doivent revenir à la raison. Il faut privilégier l'impact économique du projet sur toute autre considération. Après vous, professeur Msanga Nyamding, sur les revendications de ces populations qui ont conduit à la suspension du contrat de bail signé entre l'État du Cameroun et l'entreprise Neo Industries, mais il y a cet avocat, maître Christian Mbomotimban, qui soulève la question d'un acte administratif à deux vitesses et au faciès. Il fait savoir que lors des revendications des populations, notamment certaines élites et certaines autorités traditionnelles, elles ont dit qu'elles ne souhaitent pas que leurs terres soient concédées à des halogènes. Est-ce que c'est sur ces arguments que le ministre se serait appuyé, selon vous, pour mettre cette suspension, pour prendre cette décision de suspension du contrat de bail? D'abord, je voudrais faire remarquer que lorsque le ministre Eyébé ici arrive,
il y a énormément de problèmes fonciers qui sont complètement illisibles. Aussi bien les pontes du régime que certaines autres personnalités politiques de l'opposition, et certains se sont accaparés des hectares et des hectares sans foi ni loi. Et je crois que cet acte, cette affaire que je connais très bien, est antérieure à l'arrivée du ministre Eyeba ici. Pourtant, le contrat de bail a été signé en mai 2020 entre l'État du Cameroun et la société Néo-Industrie. Au moment où le ministre est déjà en fonction. C'est le processus contractuel. Mais beaucoup peuvent témoigner qu'avant son arrivée, c'est sous madame, sa prédécesseur, où la démarche de concession a commencé à prendre effet. Et sur ce point, il faut faire très attention. Lorsqu'on commence par parler de tribalisme, peuple autochtone, moi je ne connais pas au Cameroun un texte ou une loi. Voilà un brillant avocat et vous savez que j'ai beaucoup de respect pour votre travail, Maître Tchapi. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une loi qui impose à un autochtone la fonction de maire. Moi je ne connais pas cela. Maintenant, vous êtes sur la décentralisation. Non, ça n'existe pas. Le maire de la ville. 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 Oui, le super-maire. Oui. Oui. Il faut préciser. Oui. Mais vous savez aussi, puisque vous êtes un juriste. Le président des régions. Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique. Restons sur la question précise. Mais je vous rappelle techniquement quand même que, même en droit international, il y a un droit des peuples autochtones qui existe. Non. Oh en quoi est-ce que... Dans ce contexte, je vous dis bien en quoi est-ce qu'un Bassa ne serait pas un bon président des régions? Restons sur le débat concernant... Que ceux qui nous écoutent aillent sur Google. Je vous dis bien qu'il y a un droit des peuples autochtones. Oui, des peuples autochtones, mais qui est autochtone au Cameroun? Bon, ça c'est notre débat qu'on fera dans une autre émission. Je vous en prie, restons sur la question. Oui, sur cette question. La procédure de concession des terres. Il faut bien expliquer aux uns et aux autres que il s'agit d'une mesure conservatoire. Il s'agit d'une mesure conservatoire à l'effet de mener les arbitrages. Comme par hasard, je connais très bien le ministre Eyebassi, c'est quelqu'un d'apaisé. Et je crois d'ailleurs que la suite ne sera pas opposée aux intérêts, non seulement de M. Naossi, mais aussi de ces populations. Il faut encourager ça. Mais ne commençons pas par... Mais il y a 66 000 hectares concédés à 3 entités. Et une seule entité a vu son contrat être suspendu. C'est une interrogation qui se pose, de savoir sur quelle base est-ce que ces concessions parce que c'est remis en cause par certains faucons locaux, il faut le dire, qui estiment que, pour des raisons indiquées, cette affaire vient de quelqu'un qui n'est pas de là-bas. Donc, il faudrait préparer les populations. Non, mais je vous dis, ce type de raison, il y a un fondement. Est-ce que ça peut justifier qu'on arrive à une suspension? Non, ça ne peut pas justifier. Vous savez bien que ce n'est pas le RDPC qui peut encourager et encadrer cela. Suivez mon regard. Dans la mesure où ne me coupez pas. Laissez-moi terminer, le temps nous fera défaut. Le RDPC, aujourd'hui, vous le savez, docteur Okala, c'est le seul parti qui, à l'échelle nationale, n'a pas d'implantation régionale. Ça, vous le savez. Ne me faites pas revoir les partis qui sont ancrés à travers des groupes ethniques. Je ne voudrais pas qu'on parle de ça. Mais je crois que ici, M. Noufele a raison. Il faudrait dénoncer ce type d'attitude. C'est inacceptable. Surtout qu'un Camerounais est un Camerounais, partout où il se trouve. Absolument. Il ne faut donc pas trouver cela comme motif. Mais en attendant, saluons la mesure apaisée qu'on appelle une mesure conservatoire du ministre Eyeba ici, à l'effet de voir où on va en venir. Puis il y a une autre affaire. L'affaire des bons. Vous savez que pour la première fois, je termine là-dessus, parce que personne ne l'a évoqué. Je suis quand même d'une cam. Vous savez ce dont nous avons été victimes avec cette forêt des Baudes. Pour la première fois, le président de la République a demandé au Premier ministre de retirer le décret. Le décret parce que on a aussi déclaré abusement domaine public, cette zone où nous, les ressortissants de Yabassi, au-delà de Yabassi Yingi jusqu'à Dizangue, on a failli être spoliés par des personnes qui voulaient, pour des affaires d'argent, parce que ce pays est extrêmement corrompu. Vous savez que s'il y a un échec, s'il y a un échec, et je termine là-dessus. Je vous en prie. Monsieur, fermez la caméra. Je vous en prie. Vous êtes déjà docteur. Restons polis et courtois. Oui, les autres. Quand même sérieux. Permettons. Et vous voyez que l'un des problèmes du régime du renouveau, l'un des échecs, le régime est très corrompu.
C'est compris. Alors, il justement, faut lutter contre cette corruption. Thierry Okala-Ebodé sur sur cette affaire de suspension du contrat de bail qui était accordé à un opérateur économique qui a investi déjà près de 50 milliards pour une usine de transformation du cacao. Quelle est votre observation, votre analyse à ce sujet? En restant objectif, il faut dire que cette affaire disqualifie le régime de du professeur Messanga Nyamding de parler du vivre ensemble, de la cohésion nationale, de l'intégration et du développement. Il faut le dire aussi simplement. C'est pas le MSC qui peut le dire. Maintenant qu'on va être un peu subjectif, c'est entre eux les gens du RDPC. Parce que monsieur n'a aussi été militant du RDPC. On sait très bien ce qu'il a fait dans l'ONCAM pour combattre le MSC. Dans le ONCAM pour combattre le MSC. Et spécialement à Kekem, où avec un sous-préfet, ils ont martyrisé les militants du MSC. Et c'est ce régime-là que nous combattons pour pouvoir laisser à des entrepreneurs comme monsieur, aussi, indépendamment de leur chapelle politique, la possibilité de s'exprimer, de s'épanouir dans leurs affaires, sans qu'il y ait d'interférences politiques et tribales. Et ce promoteur de l'entreprise Néo Industrie n'avait pas reconnu son implication dans certaines affaires politiques durant la dernière campagne électorale. Il ne peut pas dire au contraire. Messieurs, mesdames, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'avoir participé à ce débat. Merci également, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, d'être venu sur ce plateau. J'ai dit également merci à vous, messieurs, Thierry Okala-Ebodé et Maître Lavoisier Sapi, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.